Tout commence par une course effrénée à travers les couloirs de l'hôpital, droit vers les urgences. À l'intérieur, un patient est dans un état critique. Les infirmières remarquent que son cœur et sa respiration se sont arrêtés. C'est alors que notre protagoniste passe à l'action, entamant des compressions thoraciques pour tenter de le ramener à la vie. Heureusement, les efforts de l'équipe médicale portent leurs fruits, et le moniteur affiche de nouveau un battement de cœur. La situation désormais sous contrôle, 2 infirmières poussent un soupir de soulagement et remercient le docteur YAU d'avoir sauvé la situation une fois de plus. L'une d'elles profite du moment pour bavarder et traiter un autre médecin de véritable crétin. Mais notre héros les entend et intervient, disant « Ce n'est rien. Son travail, c'est de sauver des vies, même si cela veut dire prendre un peu de retard. » Il ajoute ensuite que le patient est stable et qu'elles peuvent l'appeler si elles ont besoin de quoi que ce soit. En s'éloignant, les 2 infirmières soupirent, se disant qu'il serait merveilleux d'avoir un mari comme lui. Avec cela, notre héros rentre enfin dans son appartement pour se reposer après une autre longue journée de travail. En entrant, il jette un coup d'œil à l'horloge et réalise qu'il est très en retard, se disant que sa petite amie, Lily, doit s'inquiéter. Le protagoniste réfléchit au fait qu'il a trop travaillé ces derniers temps et décide de prendre le week-end pour se rattraper auprès d'elle. Alors qu'il s'approche de la salle de bain, il entend la voix de sa petite amie disant « Quelqu'un lui a manqué ». Intrigué, il entrouvre légèrement la porte pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais ce qu'il voit est tout sauf réjouissant. Avec un regard de pur choc, il se demande comment une telle chose est possible, réalisant qu'il s'est fait berner tout ce temps. Figé devant la salle de bain, il observe la scène à travers la buée. Brisé et rempli de rage, son poing se serre avec force. Dans sa tête, il se demande qui peut bien être cet autre homme. Mais il finit par penser, à quoi bon? Mieux vaut leur laisser un semblant de dignité. À l'intérieur, la fille presse son amant de partir rapidement avant que Yishu ne rentre. L'homme réplique en demandant si cette situation risquée ne la rend pas encore plus excitante. En entendant cette voix, notre protagoniste réalise qu'il la connaît. Sa petite amie demande ensuite si son amant a parlé à son père de sa promotion. Celui-ci confirme qu'il va l'aider, et notre héros reconnaît enfin la voix de Go Xiaong. À ce moment-là, il comprend que Lily l'a échangé contre ce type uniquement pour obtenir une promotion. Le jeune homme continue d'écouter et découvre qu'il parle de son travail. Le rival se vante que notre héros n'a aucune chance car son père décide de tout là-bas. Il se moque même de lui, le traitant de perdant pour n'avoir jamais été plus loin avec elle. Il la provoque encore en lui demandant si elle éprouve ne serait-ce qu'un peu de remords pour son petit ami. Avec mépris, elle répond qu'il n'est qu'un bâtard et qu'elle n'en a strictement rien à faire de lui. À ces mots, le protagoniste est anéanti, le mot « bâtard » le frappe en plein cœur. Après tout, sa propre mère avait été rejetée de sa famille pour cette raison, et c'est un fardeau qu'il porte depuis toujours. Dans la salle de bain, le rival curieux demande pourquoi, et la fille révèle que notre héros ne connaît même pas l'identité de son père. L'amant ricane et lance une blague de mauvais goût sur la mère du protagoniste. C'en est trop, notre héros surgit dans la salle de bain et assène un violent coup de poing au visage de son rival. Surpris, ce dernier demande qui il est. Mais notre héros ne dit rien, se contentant de les fusiller du regard, les yeux remplis de fureur. L'amant finit par le reconnaître, et l'ex-petit ami panique, réalisant qu'il a tout découvert. Le cœur brisé, le protagoniste dit qu'il n'aurait jamais imaginé que Jung Lily puisse être ce genre de personne. La jeune femme, se couvrant d'une serviette, rétorque qu'elle a dû être aveugle pour tomber amoureuse d'un perdant comme lui. Elle ajoute qu'en plus de 2 ans de relation, tout ce qu'elle a reçu de lui, c'est un vieux bracelet. Elle l'arrache et déclare « À partir de maintenant, on suivra chacun notre chemin ». Notre héros a alors un flashback des moments où elle était heureuse et se demande comment elle a pu autant changer. Il baisse les yeux vers le bracelet jeté au sol, méditant sur la fin de leur relation. Le rival se moque encore, lui demandant s'il veut rester pour « regarder le spectacle ». À bout de patience, notre héros lui assène un autre coup de poing. Le rival s'écrie qu'il en a assez d'être frappé et l'on voit qu'il a perdu une dent, mais il refuse de reculer, criant qu'il n'a pas peur de lui, sous le regard de la fille. Le rival contre-attaque, envoyant notre héros valser au sol. Sans aucune pitié, il écrase violemment la main de notre héros, impuissant. Avec un sourire cruel, il appuie de plus en plus fort et lui dit qu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Puis il annonce à la fille qu'il est temps de partir, laissant le protagoniste au sol comme un véritable perdant. Alors qu'il gît par terre, la main en sang, une voix mystérieuse émane soudain du bracelet. La voix se présente comme un ancêtre de la famille Yei, révélant qu'il a laissé sa conscience dans le bijou. Voyant son descendant dans un tel désespoir, l'esprit décide de lui transmettre tout son savoir. Mais il le prévient, s'il ne suit pas ses enseignements, sa fin sera tragique et solitaire. Soudain, un dragon d'énergie dorée jaillit de l'objet et se projette directement dans la poitrine de notre protagoniste. Il ressent une douleur immense et est complètement abasourdi par la vision. Quand celle-ci s'achève, il se retrouve de nouveau dans la salle de bain, sans savoir ce qu'il vient de vivre. Furieux, il se souvient de la trahison et maudit le couple abject pour tout ce qu'ils lui ont fait. C'est alors qu'il se relève et remarque une étrange aura bleue émanant de ses mains. Il regarde sa main, blessée auparavant, et se demande ce qui se passe.
Toujours confus, notre héros commence à se demander si le rêve qu'il avait eu était réel ou une simple hallucination. C'est alors qu'un flot de connaissances sur les talismans et les charmes anciens envahit son esprit. Il apprend l'existence de divers types de sorts, pour la chance, la malchance ou encore le mouvement. Le savoir continue d'affluer, et il découvre les 108 types de sorts, dont l'exorcisme et la vision céleste. Complètement choqué, le protagoniste se demande ce qui lui arrive. Regardant ses mains, il est stupéfait par l'énergie bleue qui en émane. Soudain, son téléphone portable se met à sonner, et l'identifiant affiche le nom de Mademoiselle Bing. Toujours à terre, il décroche l'appel et demande si la directrice B voulait lui parler. À l'autre bout du fil, une femme au ton furieux lui ordonne de la rejoindre à l'hôpital dès le lendemain matin. Sans poser de questions, notre héros accepte l'ordre et raccroche. Il réfléchit alors à ce qui a bien pu se passer, car la directrice n'avait jamais été aussi en colère contre qui que ce soit auparavant. Le lendemain matin, le protagoniste se rend donc à l'hôpital comme prévu. Dès qu'il entre dans le couloir, plusieurs personnes s'étonnent de voir passer une femme élégante. Certains patients la reconnaissent et commentent, c'est la célèbre professeure Bai, celle qui a opéré leurs proches. Il s'agit de Babing, la plus jeune chirurgienne en chef de Jianga, avec un parcours impressionnant et mystérieux. Pendant ce temps, notre héros traverse les couloirs, mais certains médecins le dévisagent avec mépris. Ils chuchotent entre eux, se demandant comment il ose encore montrer son visage ici. Ignorant les remarques désobligeantes, le jeune homme arrive finalement devant la porte du bureau de la directrice. Il prend une profonde inspiration, nerveux à l'idée de ce qui l'attend. Rassemblant son courage, il frappe à la porte et annonce sa présence. Une voix lui dit d'entrer. Il reste figé devant le bureau de la directrice. D'un air grave, la femme lui demande s'il sait pourquoi elle l'a convoqué. Visiblement nerveux, il répond qu'il n'en a aucune idée, mais la directrice lui lance un regard glacial et lui dit qu'elle l'avait toujours estimé. Puis, elle se met en colère et lui jette une pile de documents à la figure, déclarant qu'il l'a profondément déçu. Sur ces papiers se trouvent 2 rapports médicaux identiques, l'un signé par lui et l'autre par Go Xiaong. Sous le choc, le protagoniste se demande comment sa thèse et celle de Go Xiaong peuvent être exactement les mêmes. Sa supérieure l'accuse de plagiat, et le jeune homme tombe à genoux, tentant d'expliquer qu'il a travaillé un mois entier sur cette thèse. Il ajoute que son ex-petite amie, Jung Lili, était de garde avec lui la nuit et peut témoigner en sa faveur. Mais la directrice n'en croit rien et révèle que Jung Lili a témoigné contre lui. Anéanti, le jeune homme n'arrive pas à croire que son ex l'ait encore trahi de cette manière. La directrice l'informe alors qu'à compter de ce jour, il est renvoyé de la clinique et rétrogradé. Sous le choc, notre héros se demande comment il pourra encore être médecin après avoir été réduit à un poste d'infirmier. Complètement brisé, il quitte le bureau et passe devant les mêmes médecins qui le méprisaient déjà. Le regard rempli de haine, il jure de faire payer à ce couple traître tout ce qu'ils lui ont fait. Toujours secoué, le protagoniste attend l'ascenseur. À ce moment-là, les portes métalliques s'ouvrent lentement devant lui. À sa grande surprise, à l'intérieur se trouve son ex-petite amie et son amant, enlacés. Bouillonnant de rage, il se dit qu'on croise vraiment ses ennemis dans les pires moments. Le rival le provoque en disant que c'est une drôle de coïncidence de tomber sur lui, et notre héros maudit sa malchance. L'antagoniste ajoute qu'il a de la chance que Babing veille sur lui. Le protagoniste, confus, ne comprend pas pourquoi il parle de la directrice. Puis, l'amant fait semblant d'être surpris et demande si notre héros et la directrice n'ont pas une liaison. Pour l'humilier davantage, il pose une question déplacée à propos d'elle, ce qui met notre héros hors de lui. L'ex-petite amie intervient alors, disant qu'elle s'est débarrassée du meilleur interne pour que son amant puisse briller. Le rival continue à le rabaisser, affirmant qu'il peut lui faire ce qu'il veut à l'hôpital. Le jeune homme comprend alors que la directrice cherche en réalité à l'aider et qu'il ne doit surtout pas quitter l'hôpital. Le rival demande pourquoi elle est sortie avec une telle ordure, et la fille répond que c'est parce qu'elle ne le connaissait pas à l'époque. Avec un sourire narquois, l'amant invite la fille à l'hôtel, et elle joue les timides. Il continue ses provocations pendant que notre héros observe en silence. Mais au fond de lui, il est fou de rage, ses poings se serrant de plus en plus fort. Il se rappelle alors que l'ascenseur est équipé de caméras et comprend qu'il ne peut rien faire pour l'instant. Il se maîtrise, décidant de patienter encore un peu. Après tout, la vengeance est un plat qui se mange froid. Finalement, l'ascenseur atteint le rez-de-chaussée et un carillon résonne. Lorsque les portes s'ouvrent, le rival l'empêche de sortir en lui saisissant l'épaule. D'un air méprisant, notre héros lui demande ce qu'il lui veut encore. L'antagoniste se met à rire et dit qu'il n'a pas l'intention de lui faciliter la vie à l'hôpital. À ce moment-là, il commence à crier pour attirer l'attention de tout le monde dans le hall. Puis, il invente une histoire de plagiat et d'agression afin de ruiner la réputation de notre héros. Aussitôt, les gens présents se mettent à chuchoter et à le juger sans connaître la vérité. Même ses collègues sont choqués, disant qu'il est effrayant d'avoir un collègue comme lui. Le protagoniste serre les dents de colère, mais se retient pour ne pas aggraver la situation. Le rival ne s'arrête pas là et demande encore l'attention de la foule. Il révèle alors que le jeune homme a été élevé par une mère célibataire, l'humiliant devant tout le monde. Cette insulte finale touche une corde sensible et la colère de notre héros explose.
Les gens autour sont stupéfaits par cette révélation sur sa famille. Quelques-uns commencent à se moquer, remettant en question sa légitimité à devenir médecin. Ne supportant plus cette humiliation, le jeune homme s'enfuit en courant pour échapper à tous ces regards. Mais il réalise que s'il part ainsi, sa carrière de médecin sera terminée pour de bon. Soudain, il s'arrête net, et une aura bleue l'entoure alors qu'une idée traverse son esprit. Tandis que son rival se moque de lui en disant qu'il fuit, notre héros décide qu'il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Le regard furieux, il demande à son ennemi s'il n'a pas peur des conséquences de ses mensonges. Mais l'antagoniste ricane, affirmant qu'il ne craint rien puisqu'il dit la vérité. Avec un léger sourire au coin des lèvres, notre héros se prépare à agir. Tout à coup, l'antagoniste s'effondre, crachant une gorgée de liquide rouge. À terre, il gît sous le regard surpris de la foule qui se demande ce qui vient de se passer. Quelque chose appartenant au rival se brise bruyamment au sol. Couvert de coupures, le visage ensanglanté, l'homme maudit sa douleur. Alors qu'il hurle de souffrance, son ex-petit ami accourt vers lui, choqué, et lui demande s'il va bien. Mais il ne répond que par une remarque sarcastique. Le protagoniste s'approche et lui demande s'il ne pense pas que c'est le karma. En entendant cela, la jeune femme reste sans voix, bouleversée par ses paroles. Se tournant vers lui, elle l'accuse d'avoir planifié toute la scène, mais il se contente de lui demander si elle a la moindre preuve. Le traître demande alors à la fille de l'aider à se rendre aux urgences, et elle accepte. Alors qu'elle le soutient, l'ex-petit ami dit au garçon de tenir bon car elle va l'aider. Une infirmière qui passe trébuche et pousse un cri. Le plateau qu'elle portait s'envole et des fioles de médicaments se brisent en plein air. Le liquide éclabousse directement les blessures du rival, qui hurle de douleur à cause de la brûlure. L'ex-petit ami est choqué par ce qui se passe. L'infirmière s'excuse abondamment, tandis que la fille la réprimande de ne pas faire attention. La fille crie à d'autres infirmières d'apporter un fauteuil roulant pour déplacer l'homme blessé. Elle parvient à mettre le rival dans le fauteuil et dit qu'elle va l'emmener aux urgences, mais lorsqu'ils essaient de prendre l'ascenseur, celui-ci se bloque. À ce moment, l'antagoniste hurle de douleur alors que la porte de l'ascenseur écrase son corps. L'ex-petit ami tente de le tirer, mais il se plaint qu'elle lui fait mal. À ce moment, des agents de sécurité arrivent et essaient de forcer la porte, tandis que le méchant hurle. Soudain, les lumières de l'hôpital s'éteignent, plongeant tout dans une obscurité totale. Prisonnier dans le noir, le traître panique et commence à crier désespérément à l'aide. Les gens autour se demandent si ce n'est pas une sorte de punition divine. Pendant ce temps, notre protagoniste observe la scène d'un regard froid et calculateur. L'histoire revient 1 heure en arrière, montrant un vieux grimoire de sorts. On voit notre héros tenant un talisman et disant qu'il va le tester sur quelqu'un. L'objet se révèle être un puissant talisman de malchance, entouré d'une aura bleue. De retour au présent, le jeune homme pense que le mal est toujours puni et que l'objet a fonctionné comme prévu. On découvre alors que le talisman se trouve dans la poche de notre héros. Un sourire satisfait aux lèvres, il contemple le chaos qu'il a lui-même provoqué. La scène se déplace ensuite vers le jardin, à l'entrée de l'hôpital, où se trouve un grand bassin. Le protagoniste marche en pensant qu'il ne peut pas encore rentrer à la maison, de peur d'inquiéter sa mère. Mais soudain, il entend un cri et réalise que quelqu'un vient de tomber dans l'eau. Un enfant se débat dans l'étang et les gens autour hurlent désespérément à l'aide. Le petit garçon commence à couler et quelqu'un crie d'appeler une ambulance. Sans réfléchir, notre héros se précipite vers l'étang pour sauver l'enfant. Il plonge dans l'eau. Concentré sur le sauvetage, il nage de toutes ses forces pour atteindre le garçon en danger. Il parvient à l'attraper et commence à revenir vers la berge. Une fois sur la terre ferme, le jeune homme demande où sont les parents de l'enfant. Quelqu'un répond que l'aide arrive, mais le petit garçon est inconscient et ne bouge pas, ce qui inquiète tout le monde. Comprenant la gravité de la situation, notre héros n'hésite pas une seconde et commence un massage cardiaque pour le réanimer. L'enfant réagit, ses yeux s'ouvrent légèrement. Après quelques moments tendus, il finit par tousser et rejeter toute l'eau qu'il avait avalée. Désorienté, il demande qui il est, et notre héros lui dit qu'il l'a sauvé et lui demande où est sa famille. Soudain, un vieil homme et son garde du corps accourent en appelant le garçon par son nom. L'enfant crie « Grand-père ». Le vieillard serre son petit-fils dans ses bras, fou d'inquiétude, et lui demande s'il est blessé, mais le garçon s'excuse simplement pour l'accident. Il pointe ensuite notre protagoniste et dit que c'est lui qui l'a sorti de l'eau. Notre héros suggère alors de l'emmener à l'hôpital et prévient le grand-père d'être plus prudent. Le garde du corps n'apprécie pas son ton et lui demande s'il sait à qui il parle, mais le vieil homme le réprimande. Le vieillard demande ensuite à son assistant d'emmener son petit-fils à la voiture, car ils doivent vraiment aller à l'hôpital. Se tournant vers notre héros, il le remercie et admet qu'il a raison, promettant d'être plus attentif. En l'observant de plus près, le jeune homme remarque la chaîne en or du vieillard, signe qu'il est riche. Ses vêtements sont également de haute qualité, confirmant qu'il ne s'agit pas d'un homme ordinaire. Cette prise de conscience rend notre héros un peu nerveux, réalisant la situation dans laquelle il est tombé. Mais le vieil homme le remercie à nouveau et lui demande son nom pour pouvoir le dédommager. Le jeune homme se présente, affirmant que ce n'était rien. En signe de gratitude, le vieillard lui propose une carte de 500 000 $, mais le protagoniste la refuse.
Il se regarde un instant et le vieil homme, changeant de sujet, entend notre héros lui demander s'il ressent parfois un malaise particulier. Le vieillard, surpris, nie et affirme qu'il fait régulièrement des examens médicaux et qu'il est en parfaite santé. Le héros lui dit alors qu'il a ressenti quelque chose d'étrange chez lui, mais ajoute qu'il peut se tromper et lui conseille de ne pas y prêter attention. Sur ce, il prend congé et rappelle au vieillard de bien emmener son petit-fils voir un médecin. En le regardant s'éloigner, le vieil homme reste pensif. Il se souvient avoir consulté les meilleurs médecins du monde au fil des ans pour gérer sa santé. Mais malgré tous leurs efforts, aucun n'a jamais pu diagnostiquer la maladie grave dont il souffrait. Il se demande alors si le ciel n'offre pas à un mourant une chance de vivre quelques années de plus. Dans la voiture, le vieillard appelle son garde du corps, qui lui demande ce que souhaite faire le roi dragon. Le roi dragon ordonne alors à son assistant de découvrir tout sur le jeune homme, disant qu'il veut connaître chaque détail de sa vie. Pendant ce temps, notre héros ignore totalement qu'il vient d'attirer l'attention de quelqu'un de très influent. De retour chez lui, notre héros appelle sa mère pour lui dire qu'il est rentré. Sa mère apparaît alors avec une assiette de nourriture et lui demande pourquoi il est tout mouillé. Elle lui sèche les cheveux et devine qu'il est tombé dans le lac, ce qui surprend le jeune homme. Mais l'odeur du repas est délicieuse, et sa mère insiste pour qu'il raconte ce qui s'est passé. Il explique alors qu'il a sauvé un enfant de la noyade, et que le grand-père du garçon est arrivé juste après. Sa mère lui dit qu'il a bien fait, mais lui demande d'être prudent car sa vie lui est précieuse. Elle insiste sur le fait qu'il est tout son univers et qu'elle ne veut rien qu'il lui arrive. Le jeune homme répond qu'elle est importante aussi, et plaisante en disant qu'il finira malade si elle continue à le nourrir ainsi. La femme sourit à la blague et l'on apprend qu'elle s'appelle Chianginglin et qu'elle vient d'une grande famille. Notre héros se souvient avoir trouvé de vieilles photos qui le prouvent, mais sa mère ne parle jamais du passé. Il pense que même s'ils appartenaient à une famille riche, ils en ont été exclus et n'ont plus jamais eu de contact. À cause de cela, il garde l'image de sa mère souffrante, obligée de partir avec lui alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Mais le protagoniste est encore plus l'homme qui les a abandonnés, son père, qu'il n'a jamais rencontré. Il le considère comme un homme irresponsable qui ne mérite pas de vivre pour avoir laissé sa mère seule. Le jeune homme soupire, se souvenant que chaque fois qu'il posait des questions sur son père, sa mère se murait dans le silence et devenait triste. Il décide de ne plus insister, sachant que cela ne ferait que raviver des souvenirs douloureux pour elle. Sa mère lui demande alors d'appeler Lily pour dîner, car elle veut parler à la jeune fille. Elle ajoute qu'elle aimerait voir ses petits-enfants bientôt, ce qui bouleverse visiblement le protagoniste. Le jeune homme prend congé en prétextant être fatigué, et sa mère approuve en disant qu'il a besoin de repos. Il se rend ensuite dans sa chambre et ferme la porte. Allongé dans son lit, il pense qu'il doit parler de quelque chose d'important à sa mère. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment lui dire que sa petite amie l'a trompé. Fatigué d'y réfléchir, il se retourne dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Soudain, il se rappelle de quelque chose d'important qui pourrait tout changer. Il pense à la collection complète de talismans Mahan que sa famille possède. Mais il se souvient que la collection ne se limite pas seulement aux talismans. La famille Yei détient également de nombreux secrets médicaux et techniques martiales, parmi d'autres arts. Comme il ne parvient pas à dormir, il décide d'utiliser ce savoir de manière utile. Ainsi, la nuit passe rapidement et un nouveau jour commence. Le jeune homme est resté éveillé toute la nuit et s'émerveille devant les trésors de sa famille. Il regarde ensuite l'horloge, qui indique 10h08, et réalise qu'il doit aller travailler. Pressé, il dit au revoir à sa mère, qui lui recommande de ne pas se précipiter et de prendre les choses calmement. En le voyant partir, la dame sourit et pense à quel point l'énergie de ce garçon est incroyable. Arrivé à l'hôpital, on aperçoit un panneau indiquant le poste des infirmières. Là, notre héros trouve quelques infirmières, et l'une d'elles semble très secouée. Une collègue explique que le patient de la chambre 301 est difficile et a déjà renvoyé 4 personnes. À ce moment, l'infirmière en chef arrive et assigne notre héros à ce patient compliqué. N'ayant guère le choix, il accepte et se dirige vers la chambre de la femme. À sa surprise, le patient est une très belle femme qui l'invite à entrer. Le protagoniste reste bouche bée et rougit devant sa beauté. La femme s'interroge alors sur le fait qu'on lui envoie un infirmier homme pour s'occuper d'elle. Il tente de rester professionnel, lui montre son badge et se présente sous le nom de Yu. La patiente répète son nom et, avec un sourire, l'attire près d'elle sur le lit. Elle lui demande ce qu'il a pensé en la voyant pour la première fois, et notre héros, balbutiant, avoue l'avoir trouvée belle. Elle se penche à son oreille et lui demande quelle partie d'elle il a préférée. Elle rapproche lentement son visage de celui de Yu, son corps créant clairement une ambiance suggestive. Le jeune homme, totalement troublé, essaie doucement de la repousser pour garder son sang-froid. La femme rit et dit qu'il est timide et pas très honnête dans sa réponse. Tentant de rester calme, Yu lui explique qu'il doit examiner sa jambe, mais elle le taquine, disant qu'elle est gênée et que c'est étrange de se faire toucher la jambe. Ignorant la provocation, le jeune homme s'agenouille pour commencer le soin. Il retire le bandage et découvre une large cicatrice, tandis que la patiente se plaint d'une douleur intense. Il lui demande alors comment elle s'est blessée. La femme explique que c'est à la suite d'un accident de voiture qui a brisé ses os. En analysant la plaie, notre héros comprend qu'elle n'a pas besoin d'une nouvelle opération.
À ce moment, un médecin entre dans la chambre et la patiente lui dit qu'elle ne veut pas garder de cicatrice. Elle avoue qu'elle était de mauvaise humeur, mais que l'infirmier l'a beaucoup égayée. Elle demande alors au médecin pour sa cicatrice, mais celui-ci répond que son traitement prendra des mois. Déçue, la femme demande s'il n'existe pas une autre solution. Le protagoniste intervient alors, affirmant qu'il peut la guérir en une semaine. Furieux, le médecin crie au charlatan. L'assistant du médecin s'énerve aussi, disant qu'un infirmier n'a pas le droit de poser de diagnostic. Mais la patiente coupe court à l'argument d'un regard sérieux. Le médecin tente de la convaincre de ne pas écouter le jeune homme, qualifiant ses propos de superstition, mais elle lui ordonne de se taire. La femme se lève alors et le met au défi, lui demandant s'il peut vraiment faire disparaître sa cicatrice en un mois. Le protagoniste lui explique, et elle reste perplexe en entendant parler de sort, lui demandant ce qu'il veut dire. Notre héros précise qu'il s'agit de techniques secrètes dotées de pouvoirs magiques, et non de superstitions. Elle lui demande alors s'il peut vraiment enlever sa cicatrice, et il affirme que cela lui prendra environ 5 minutes. Le médecin et son assistant ne le croient pas et lui demandent pourquoi il n'est qu'infirmier s'il est si puissant. Le protagoniste, mal à l'aise, explique qu'il a été piégé par un homme nommé Goshang. Le médecin lui ordonne d'arrêter ses excuses, mais la patiente l'interrompt et intime au médecin de se taire. Elle se plaint que les hôpitaux sont inutiles, puisqu'ils ne peuvent rien faire pour elle, ils ne devraient pas empêcher quelqu'un qui le peut. La femme engage alors le jeune homme comme son infirmier personnel et lui dit de commencer. Notre héros la remercie pour sa confiance et dit qu'il va débuter immédiatement. Il forme alors un signe de main et une énergie dorée commence à tourbillonner autour de lui. Toute cette puissance se concentre dans ses mains, formant une brillante sphère de lumière. D'un geste vif, il applique un talisman en papier sur sa blessure. Le médecin observe toute la scène avec un sourire narquois, disant que le protagoniste joue bien la comédie. Son assistant renchérit, affirmant qu'il ferait mieux de tenter sa chance comme acteur plutôt que comme infirmier. Mais notre héros les ignore totalement, restant concentré sur son sort. Soudain, le talisman posé sur sa jambe se met à briller d'une lumière éclatante. La patiente est stupéfaite de voir sa cicatrice disparaître purement et simplement. Le médecin fixe sa jambe, incapable de croire ce qu'il voit. La peau de la femme est désormais parfaite, et le médecin se demande comment une telle chose est possible. Désespéré, il attrape sa jambe et crie que c'est impossible de guérir aussi vite. Mais la patiente, furieuse, le repousse d'un coup de pied et le traite de vieux pervers. D'un regard glacial, la femme lui dit que s'il n'a rien d'autre à faire ici, il peut partir. Gêné, le médecin tente de s'excuser, disant que ce n'était pas son intention. La femme demande alors à notre héros de lui enseigner quelques astuces de beauté, ce qu'il accepte. À l'extérieur de l'hôpital, une foule s'est rassemblée. Le médecin marche en silence, visiblement troublé par ce qui vient de se passer. Son assistant lui demande alors si le protagoniste est vraiment aussi puissant qu'il en a l'air. Agacé, le médecin hurle à son assistant de fermer sa bouche immédiatement. Il lui dit ensuite de retourner au bureau, car il veut rester seul. Pendant ce temps, la chambre de la patiente est silencieuse et vide. Elle reste muette un moment, fixant le jeune homme d'un air songeur. Remarquant son regard, la femme l'interroge à ce sujet, et il demande s'il a quelque chose sur le visage. Avec un sourire, elle s'approche très près de lui, et notre héros bafouille que le gonflement est normal. Elle éclate alors d'un petit rire, amusée par la gêne du protagoniste. En montant sur le lit, la femme lui pose une autre question audacieuse, et le jeune homme dit qu'elle est très directe. Elle continue à le taquiner, lui demandant s'il n'arrive pas à se contrôler parce qu'elle est trop belle. Le protagoniste devient complètement rouge, incapable de répondre. La femme rit encore et dit que le jeune homme a le don de mettre les autres de bonne humeur et qu'elle lui fera confiance. La patiente se présente alors officiellement sous le nom de Linjing 11 et lui tend la main. Notre héros, en plaisantant intérieurement, pense que le surnom « Féline » lui va bien mieux. À ce moment-là, la femme lui demande ce qu'il vient de dire, mais le jeune homme prétend que ce n'était rien. Elle sourit et dit qu'elle l'a entendu, ajoutant que tout le monde l'appelle « Féline » derrière son dos. Le protagoniste dit alors que l'appeler une fée n'est pas tout à fait exact, la laissant confuse. Avec un sourire, il explique qu'elle est en réalité encore plus belle qu'une fée. Charmée, la femme dit qu'il est doué et doux, et qu'elle va lui accorder un vœu. Le jeune homme réfléchit un instant puis demande à être son infirmier pendant un mois, car il pourrait devoir partir. Linjing 11 ne comprend pas et dit que c'est du gâchis, qu'elle pourrait plutôt le présenter à des femmes riches. Mais le héros explique que son but n'est pas l'argent, mais de sauver des vies en tant que véritable médecin. La femme le fixe en silence, semblant impressionnée par sa détermination. Avec un doux sourire, elle ferme les yeux et dit qu'elle comprend enfin ce qu'il veut. Elle déclare aimer les hommes qui ont des rêves et qu'à partir de maintenant, il est son infirmier exclusif. Notre héros est surpris mais très heureux et remercie Mademoiselle Lin pour cette opportunité. Il lui demande ensuite s'ils ont besoin d'un contrat, et elle le trouve décidément très intéressant. Après son départ, la femme reste seule dans sa chambre et prend son téléphone. Elle appelle quelqu'un et lui demande d'enquêter sur un infirmier nommé Yu. Quelques instants plus tard, elle reçoit un dossier contenant toutes ces informations. En le lisant, elle découvre que notre héros a un passé de plagiat et de trahison.
Soudain, on frappe à la porte et un homme en blouse blanche entre avec un sourire. D'un air sérieux, la femme lui demande qui il est et ce qu'il fait là. L'homme se présente comme le docteur Gung du service de chirurgie. Il commence alors à calomnier notre protagoniste, affirmant qu'il a plagié sa thèse et que c'est une mauvaise personne. À ce moment-là, le héros revient, et Go dit à Lin de le renvoyer car il n'est pas digne de confiance. La femme sourit et répète au jeune homme tout ce que le médecin a dit de lui, le traitant de paresseux. Notre héros se met en colère et dit à Go de ne pas pousser sa chance, mais son rival le fixe avec hostilité. Le médecin se tourne ensuite vers la patiente et lui demande de réfléchir sérieusement à sa proposition. La femme lui demande alors ce qui se passerait si elle insistait pour garder notre héros comme infirmier. Le médecin la menace, disant que l'hôpital ne sera pas responsable en cas de problème. Agacée, la femme lui demande s'il la menace et si l'hôpital est au courant de ce qu'il dit. Elle se tourne ensuite vers le protagoniste, visiblement irrité par la situation. Elle commence à lui expliquer la loi naturelle du monde et comment les animaux s'adaptent pour survivre, mais il affirme qu'il n'est pas du genre à se résigner et qu'il préfère changer le monde autour de lui. La patiente continue en disant que s'il est trop gentil, les gens en profiteront. Le héros, d'un regard sérieux, répond qu'il comprend parfaitement ce qu'elle veut dire. Elle lui demande alors combien de temps il compte encore laisser les autres le contrôler et l'exploiter. Le protagoniste fixe le médecin, qui sursaute face à ce regard soudain, et demande ce qu'il veut. Go devient furieux de son attitude, l'insulte, les yeux remplis de rage. Sans réfléchir, notre héros lui assène un coup de poing en plein visage. C'est la commotion dans la chambre de la patiente. Le médecin, tenant son visage, hurle, choqué par l'audace du jeune homme, mais celui-ci lui répond d'un ton grave qu'il en a assez et qu'il ne tolérera plus rien. Furieux, le rival se jette sur lui, criant que le protagoniste cherche une fin tragique. Soudain, une voix ferme et calme leur ordonne d'arrêter immédiatement. C'est la patiente qui les réprimande pour avoir eu l'audace de se battre dans sa chambre. Le médecin se tourne vers elle d'un air grave et lui demande qui elle est exactement. Elle révèle qu'elle est quelqu'un que le fils du vice-président n'a pas les moyens de provoquer et lui ordonne de sortir. À cet instant, Go est pris de peur, se disant qu'il n'aurait peut-être pas dû agir ainsi. Avant de partir, il lance un regard noir au protagoniste et le menace, « Ce n'est pas fini ». Après le départ du médecin, notre héros remercie Mademoiselle Lin pour son aide. La femme sourit et lui demande ce qu'il a ressenti en se défendant, si cela lui a fait du bien. Le jeune homme, avec un sourire en coin, confirme que c'était agréable, et tous deux semblent amusés par la situation. Le protagoniste demande alors si elle le considère comme un lâche d'avoir tout enduré en silence. Mais la patiente le regarde et lui dit qu'il n'est pas lâche, mais plutôt une personne très gentille. La femme ajoute qu'elle comprend son état d'esprit, étant encore nouveau dans la société et sans relation, mais elle déclare d'un ton sérieux qu'elle n'admire pas du tout ce genre d'attitude. Le jeune homme reste silencieux, surpris par ces paroles dures. Elle poursuit avec une métaphore d'échec, disant que s'il reste toujours le gentil, les prédateurs prendront le dessus. Avec un sourire, elle lui dit de ne pas la sous-estimer, car elle a vécu bien plus longtemps que lui. Elle explique que les puissants craignent toujours ceux qui n'ont rien à perdre. Et elle conclut en disant que plus les gens ont de statut et d'argent, plus ils ont peur. Elle révèle enfin que le protagoniste n'est pas totalement sans personne pour le soutenir. Le protagoniste est déconcerté par la déclaration de la femme, n'y comprenant rien. Elle pose alors une main sur sa tête et déclare que désormais, elle sera sa protectrice. Le protagoniste touche sa cheville tandis qu'il est réconforté. Les larmes aux yeux, le protagoniste remercie Mademoiselle Lin pour ce soutien inattendu. La patiente laisse échapper un petit rire, comme si elle trouvait la réaction du jeune homme un peu amusante. Elle lui soulève le menton et dit « Un simple merci ne suffit pas » et le taquine. Le protagoniste rougit complètement, sans voix face à la provocation de la femme. Riant, la femme dit que ce n'était qu'une blague et lui demande de lui tendre le contrat. Sur ce, la patiente signe le contrat, et le protagoniste est soulagé d'avoir conservé son emploi. La femme demande alors si le protagoniste peut guérir sa jambe, et il explique que le processus est lent. Voyant qu'elle s'ennuie, le protagoniste propose de l'emmener faire un tour, et elle est très enthousiaste. C'est alors que le jeune homme apparaît avec un fauteuil roulant, et la femme le complimente pour son attention. Soudain, elle l'étreint et déclare qu'elle va le choisir comme petit ami, laissant le protagoniste sous le choc. La femme s'installe alors dans le fauteuil roulant, tout excitée, et ils partent enfin pour leur promenade. Pendant ce temps, la mère du protagoniste arrive, disant que son fils et sa petite amie doivent être occupés. Elle sort alors une boîte à lunch spéciale avec une soupe qu'elle a préparée avec amour pour eux. Soudain, la femme fige, choquée par quelque chose d'inattendu, et appelle Lily par son nom. Elle voit alors l'ex-petite amie de son fils avec son rival, le docteur Go. La mère du protagoniste interpelle alors la jeune fille, qui révèle avoir rompu avec lui à cause de plagiat. Complètement choquée, la femme ne peut pas croire que son fils ait plagié le travail de quelqu'un. Le docteur ricane alors, affirmant que le jeune homme a volé sa thèse et l'a même agressé à l'hôpital. Les yeux écarquillés, la pauvre femme digère les accusations de plagiat et de licenciement. Désespérée, elle s'approche du docteur et le supplie, insistant pour qu'il s'agisse d'un malentendu. Mais le rival, agacé par son insistance, repousse la femme avec force.
À cet instant, la boîte à lunch qu'elle tenait avec tant d'amour tombe et se brise sur le sol. Le docteur se moque de la soupe renversée et humilie la mère du protagoniste, lui ordonnant de nettoyer. Malgré tout, la femme se ressaisit et continue à implorer le pardon pour son fils. N'ayant pas d'autre choix, la dame tombe à genoux, pensant qu'elle doit le faire pour son garçon. Agenouillée sur le sol, elle supplie le docteur Go de donner une autre chance à son cher fils. Avec un sourire arrogant, le rival dit qu'il ne va pas céder au chantage émotionnel de la dame. C'est alors que le protagoniste apparaît et crie de stupeur en voyant sa mère dans cette position. Le protagoniste se précipite pour l'aider à se relever, lui disant de cesser de s'humilier. Avec un regard plein de haine, le protagoniste fixe le docteur qui a humilié sa famille. Il se rue alors furieusement en avant et saisit le cou de son rival de toutes ses forces. Désespérée, sa mère tente de les séparer, disant que c'était de sa faute si elle s'était agenouillée. Même étranglé, le rival nargue encore le protagoniste, le défiant d'en finir. Le protagoniste répond par un regard glacial, demandant s'il croit vraiment qu'il n'a pas le cran. Il serre alors plus fort le cou du docteur, et sa mère crie pour qu'il lâche prise. La femme demande désespérément si son fils peut encore l'entendre ou s'il va l'ignorer complètement. Le protagoniste se calme enfin. Le rival accuse le protagoniste d'avoir tenté de l'achever en public. La dame s'empresse alors de s'excuser, prenant toute la responsabilité de la perturbation. Elle propose de l'argent au docteur pour qu'il se rende aux urgences et couvre les frais. Mais le rival, offensé, lui écarte la main en criant, demandant si elle le prend pour un mendiant. Le docteur hurle que même pour 1 million de yuan, il ne pardonnerait pas au jeune homme et que s'excuser est inutile. Plein de haine, le protagoniste fixe son rival, incapable de se contrôler plus longtemps. À cet instant, le protagoniste bondit en avant et assène un coup de poing puissant droit dans l'estomac du docteur. Le rival s'effondre alors au sol, souffrant atrocement, sans comprendre ce qui vient de se passer. Mais le protagoniste n'a pas fini et attrape le col du docteur pour le relever. Il soulève alors le rival dans les airs avec facilité. L'ex-petit ami du protagoniste observe de loin, paralysé par la scène violente. La mère du protagoniste est également sous le choc, les mains sur la bouche, incapable d'y croire. Les yeux rougeoyants, le protagoniste avertit qu'il fera payer au docteur ce qu'il a fait. Le rival provoque alors le protagoniste, disant que l'endroit est plein de caméras et qu'il est fini. Désespérée, la mère du protagoniste crie son nom, le suppliant d'arrêter immédiatement. Pendant ce temps, l'ex-petit ami appelle la sécurité, demandant de l'aide rapidement, mais le protagoniste semble imperturbable face aux menaces, gardant un regard froid et déterminé. Il jette alors simplement le docteur au sol avec une force impressionnante, sans hésiter. Impitoyable, le protagoniste écrase violemment la main du rival, qui hurle de douleur sous le choc. Le protagoniste dit qu'il a supporté la trahison et le plagiat, tandis que l'autre homme supplie d'être relâché. Le relevant par le col, le protagoniste dit qu'il a osé blesser sa mère et que c'est une chose qu'il ne pardonnera pas. Sur ce, Dr Go tombe à nouveau au sol, toussant de manière incontrôlable à cause de ses blessures. Le protagoniste s'approche alors et, d'un air sérieux, exige qu'il s'excuse auprès de sa mère. Même à terre et blessé, le rival refuse de s'excuser auprès de la dame et lui dit de continuer à rêver. À ce moment, la fureur du protagoniste explose et il avertit que le docteur paiera de sa vie. Il se rue à nouveau en avant, jurant de se battre jusqu'à ce que son ennemi admette son erreur. Le protagoniste assène alors un coup dévastateur qui fait cracher le rival de douleur pure. Mais soudain, une femme apparaît et crie au protagoniste d'arrêter, surprenant le jeune homme. La femme l'avertit, disant que ça suffit et qu'il ira en prison s'il continue. L'ex-petit ami court alors vers la directrice et supplie à l'aide pour sauver son nouveau petit ami. Avec autorité, la femme ordonne au protagoniste de lâcher le docteur Go, qui la fixe en silence. Elle tente alors de raisonner le protagoniste, demandant si ça vaut le coup d'être arrêté pour quelqu'un comme ça. Les paroles de sa mentor font que le protagoniste regarde sa mère, qui pleure tristement. D'un geste apaisant, la directrice pose une main sur l'épaule du jeune homme et lui demande de relâcher son rival. Influencé par ces paroles, le protagoniste lâche enfin le docteur, qui retombe, vidé de sa force. Le protagoniste serre alors sa mère dans ses bras et avertit que si le rival ose encore s'en prendre à elle, il le fera disparaître. Mais le docteur se relève et accuse le protagoniste d'avoir tenté de le tuer devant tout le monde. Sa patronne le foudroie alors du regard et lui demande s'il a vraiment écrit la thèse, lui disant de ne pas la prendre pour une imbécile. Fermement, la directrice met fin à la dispute et interdit à quiconque de parler de l'affaire. Elle se tourne alors vers le protagoniste et lui demande de se rendre à son bureau et de l'attendre. Dans le bureau de la mentor, elle regarde le jeune homme et sa mère et dit qu'elle ne sait pas quoi lui dire. La dame s'excuse alors auprès de la patronne, prenant la responsabilité d'être venue à l'hôpital pour le chercher. Mais le protagoniste avertit sa mentor que la famille du rival est très influente à l'hôpital. Le protagoniste dit à sa mentor de ne pas s'inquiéter car il n'a pas peur des conséquences. À ce moment, la patronne tente de parler, mais la mère du protagoniste l'interrompt, la remerciant pour tout. La dame dit alors que ce sont des choses que son fils doit affronter lui-même, et que la directrice a déjà assez fait. Soudain, la porte du bureau est violemment enfoncée alors que quelqu'un crie le nom de la directrice.
Tout le monde dans la pièce se retourne, surpris par l'intrusion soudaine et le bruit. Puis, un homme énorme et intimidant entre, et nous apprenons qu'il est le père du rival et le vice-président de l'hôpital. Furieux, l'homme crie que le protagoniste a agressé son fils et que la directrice n'a même pas voulu appeler la police. Il s'approche alors de la patronne et lui demande si elle croit que l'hôpital lui appartient. La directrice défend le protagoniste, disant que le rival avait aussi tort et demande à ce que le jeune homme ne soit pas puni. Mais le vice-président ne veut entendre aucune excuse et dit qu'un plagiaire violent ne peut pas être médecin. En entendant cela, la directrice reste sans voix, l'air très inquiète pour la situation du protagoniste. L'homme continue sa diatribe, pointant le protagoniste du doigt et disant qu'il n'est même pas digne d'être appelé un être humain. Perdant complètement son sang-froid, le père du rival crie pour que la sécurité expulse le protagoniste immédiatement. À ce moment, le protagoniste s'interpose devant la directrice et lui dit de s'écarter et de le laisser gérer. Avec un sourire confiant, le protagoniste demande à sa patronne de lui faire confiance car il peut gérer cela tout seul. La directrice est surprise par son attitude et le regarde, ne comprenant pas ce qu'il s'apprête à faire. Voyant les gardes de sécurité approcher, le protagoniste les provoque, leur disant de venir tous à lui en même temps. Soudain, une voiture de luxe se gare devant l'hôpital et plusieurs hommes en sortent. Le véhicule freine brutalement devant l'hôpital. Un homme élégamment habillé avec des chaussures cirées sort de la voiture. Clairement quelqu'un d'important. Cet homme est présenté comme Zo-Yoon, le garde du corps personnel du puissant Dragon King. Juste à l'entrée, une infirmière le reconnaît et propose d'appeler le vice-directeur immédiatement. Cependant, il l'ignore pendant qu'elle passe l'appel au vice-directeur. De retour dans le bureau, nous voyons que tous les gardes de sécurité ont été facilement vaincus par le protagoniste. Le protagoniste se tourne alors vers sa mère et dit que malheureusement, il ne pourra plus rester à l'hôpital. Le jeune homme s'approche alors de sa mère et lui dit qu'ils devraient rentrer à la maison ensemble. Au même moment, la porte du bureau s'ouvre, réviquant l'arrivée de quelqu'un d'inattendu. L'homme qui vient d'arriver fixe le protagoniste, qui se demande qui il peut bien être. Le nouveau venu s'adresse au protagoniste et demande s'ils peuvent parler un moment. Le protagoniste explique que malheureusement, il ne peut pas car il a été renvoyé et qu'il ramène sa mère à la maison. Le garde du corps reste silencieux une seconde, semblant analyser la situation. Bientôt, des questions surgissent sur l'identité de cette personne au regard si perçant. Le vice-directeur arrive enfin et s'excuse auprès du visiteur, rejetant la faute sur le protagoniste pour ce désordre. Le garde du corps ignore le vice-directeur et demande froidement si son fils est décédé. Furieux, le père du rival crie que son fils n'est pas mort et que ce n'est pas grave. L'homme en costume se tourne alors vers le protagoniste et dit qu'il est là sur les ordres du Dragon King. En entendant cela, le protagoniste est choqué et le père du rival ne peut pas croire ce qu'il vient d'entendre. Le vice-président réalise que le protagoniste connaît le Dragon King et reste stupéfait. Le protagoniste et le garde du corps sont maintenant dans la voiture, en route pour rencontrer le mystérieux patron. Dans le véhicule, le protagoniste appelle sa mère et la rassure, disant qu'il sera bientôt à la maison. Le docteur pense alors qu'ils n'ont pas l'air d'être de bonnes personnes et demande ce que le Dragon King veut. Le garde du corps le réprimande, lui disant de surveiller son ton lorsqu'il parle du roi. Une goutte de sueur coule, le protagoniste trouve toute cette histoire très mystérieuse et demande qui est le Dragon King. Agacé, l'homme crie après le protagoniste, disant « Tout le monde dans la ville connaît son patron ». Explique ensuite que son patron s'appelle Longjianggu, le roi de la pègre de Janga. Le protagoniste se souvient de l'homme de la veille et réalise qu'il était le soi-disant Dragon King. Le chauffeur confirme qu'il est son garde du corps personnel et le protagoniste est surpris par cela. À ce moment, la voiture de luxe monte une route au milieu d'une montagne. Quand ils arrivent à la mansion, plusieurs hommes en costume entourent le garde du corps et le saluent. L'homme se tourne alors vers le docteur et demande au protagoniste de le suivre à l'intérieur. Un peu nerveux, le protagoniste accepte et se prépare à ce qui l'attend. Les deux commencent alors à monter les escaliers vers le lieu de rencontre. Dehors, il repère un homme âgé pratiquant la calligraphie dans un beau jardin. Le garde du corps dit que le patron n'aime pas être dérangé et demande au protagoniste d'attendre. Le protagoniste regarde silencieusement le patron de la pègre pratiquer sa calligraphie avec une intense concentration. D'un œil avisé, le protagoniste analyse l'art en train d'être créé sur le papier. Le poème parle d'un héros qui, bien que victorieux et tenant le monde dans son cœur, a vieilli et sa vie a été gâchée. Soudain, le protagoniste chuchote le mot « dommage », attirant l'attention de l'homme plus âgé. Sur le moment, le patron de la pègre frappe son pinceau sur le papier, l'air irrité. Le puissant patron se tourne vers le protagoniste avec une aura terrifiante et un regard intimidant. Désespéré, le garde du corps baisse la tête du protagoniste de force et exige qu'il s'excuse. Son employeur, l'homme âgé, demande au protagoniste ce qu'il voulait dire par là. Le protagoniste explique alors que le poème parle d'un général qui n'a pas été apprécié de son vivant. Il continue en disant que la calligraphie forte et lourde du patron ne correspond pas au poème. Le protagoniste compare la sensation à celle d'un vieux général courageux qui est maintenant en fin de vie. Voyant le regard terrifiant du patron, le protagoniste a peur, pensant avoir trop parlé. Mais à la surprise générale, l'homme puissant éclate d'un grand rire.
Il complimente alors le protagoniste, disant qu'il a un bon œil pour les gens, ce qui le stupéfie. Le patron devient alors sérieux et révèle qu'il a appelé le jeune homme parce qu'il a désespérément besoin de son aide. Avec une expression sombre, il révèle que son temps est compté et demande au docteur de le guérir. Le protagoniste est stupéfait par la demande du vieux dragon. Le vieil homme dit que pendant 9 ans, pas un seul médecin n'a pu le diagnostiquer, mais que le jeune homme a trouvé du premier coup. Alors, le protagoniste devient tout nerveux, disant qu'il n'est qu'un interne et n'est pas sûr de pouvoir vraiment le guérir. Mais le grand patron dit qu'il lui fait confiance et que si cela ne marche pas, cela signifiera simplement que son temps est venu et il ne lui en tiendra pas rigueur. En entendant cela, le protagoniste est ému par la confiance que le vieil homme place en lui. Il ferme les yeux un moment et prend une énorme décision. Sur ce, le jeune homme accepte d'aider et commence à vérifier le pouls du vieil homme. Cependant, en sentant le pouls du grand patron, il est surpris par ce qu'il découvre. Il remarque que le bras de l'homme est glacé, comme gelé, alors il demande l'autre bras. Dès qu'il touche l'autre main, il sent une chaleur intense, comme si elle était en feu. Le Dragon King demande alors anxieusement si le garçon a compris quelque chose. Avec un regard sérieux, le protagoniste révèle qu'il est très malade et qu'il lui reste tout au plus 7 jours à vivre. À ces mots, le garde du corps entre dans une rage folle, menaçant le jeune homme pour avoir dit une chose aussi absurde sur son patron. Le Dragon King crie à son employé de se taire et demande ce qui cause la maladie. Le protagoniste joint alors les mains et révèle sa conclusion finale, déclarant qu'il a été empoisonné. Le protagoniste demande des détails sur les symptômes, et le grand patron explique qu'après un moment, il a senti des énergies de glace et de feu s'affronter à l'intérieur de son corps. Le protagoniste explique alors qu'il ne s'agit pas d'un poison commun, mais d'une puissante sorcellerie fabriquée à partir de 5 animaux venimeux qui se cachent dans le sang. Le grand patron confirme que le diagnostic est correct, disant qu'aucun hôpital n'a pu détecter le poison lorsqu'il a été examiné. Le jeune homme continue à décrire les symptômes, disant que d'abord sont venues les douleurs abdominales et une sensation de froid qui a duré 3 longues années. Il explique ensuite que maintenant les symptômes se sont inversés et que le corps du grand patron est devenu extrêmement sensible à la chaleur, comme s'il était en flammes. Le patron est choqué et confirme que tout ce que le jeune homme a dit est parfaitement correct. Le protagoniste dit qu'il en est certain à 100% et révèle que le poison est le serpent Yin-Yang-Go. À ces mots, le garde du corps s'excite et demande si, maintenant qu'ils savent ce que c'est, il peut guérir son patron. Le protagoniste devient pensif un moment, semblant analyser la situation avec soin. Il se souvient alors d'une technique miraculeuse qu'il a apprise appelée l'ouverture de l'œil céleste. Il est expliqué que cette technique fait référence à un œil caché situé juste au centre du front d'une personne. Avec cet œil ouvert, on peut voir des choses invisibles comme des fantômes et des démons, et même prédire l'avenir. Cependant, les connaissances anciennes révèlent que tout le monde ne peut pas éveiller cet œil puissant. Avec cette capacité, il pourrait trouver le poison dans son sang, mais il n'a pas encore eu le temps de former la technique. Le patron demande alors s'il a pensé à un moyen de le guérir, et le jeune homme répond en demandant s'il a déjà entendu parler de l'œil céleste. Le patron dit qu'il a entendu parler de la technique, mais c'est que c'est quelque chose que seuls les moines et les maîtres peuvent commander. Alors, il demande ce que cela a à voir avec son poison. Le protagoniste confirme que c'est la clé du remède et qu'avec l'œil céleste, il pourrait localiser et retirer le poison. Avec une expression sérieuse, le puissant patron dit que ce n'est pas une technique ordinaire et qu'il croit que seulement 3 personnes dans le monde peuvent l'utiliser. Il commence alors à énumérer les maîtres, mentionnant le chef de la montagne Wuhan et aussi le grand maître de la montagne Longu. Dans leur monde, ces individus sont de grands sages. Et enfin, il mentionne la 3e personne, le Bouddha vivant du palais céleste au Tibet, un jeune moine qui médite au milieu d'une lumière divine. Un peu plus tard, il roule sur une route. La voiture roule à grande vitesse. À l'intérieur du véhicule, le protagoniste se demande qui aurait le cran de maudire le Dragon King. Ensuite, retour en arrière d'1 heure, nous voyons une étrange marque violette sur le dos du vieil homme. Le jeune homme avertit le grand patron que le traitement pourrait faire un peu mal, mais l'homme dit qu'il peut supporter la douleur. Une goutte de sueur sur son visage. Le protagoniste prend une profonde inspiration. Il prend alors une aiguille d'acupuncture. Le garçon commence à appliquer les aiguilles sur des points de pression spécifiques du corps du vieil homme. Ses yeux s'écarquillent, totalement concentrés sur la tâche à accomplir. Une vision de l'énergie montre les méridiens du grand patron étant activés par la technique. Assis, il applique la 9e et dernière aiguille pour terminer. Après que tout soit fini, le garde du corps soutient son patron pendant que le jeune homme dit qu'il a terminé. L'employé est choqué, commentant que les méridiens qui se tortillaient comme des vers ont disparu. En regardant le dos du vieil homme, on peut voir que la marque violette de la malédiction a disparu. Le protagoniste dit que le traitement lui donne 1 mois, mais qu'ils doivent trouver quelqu'un avec l'œil céleste. Le garde du corps dit qu'il ira trouver le Bouddha vivant et le grand patron remercie le jeune homme pour son aide. Nous retournons à un paysage paisible de montagne avec beaucoup d'arbres en arrière-plan. Le protagoniste souligne qu'ils doivent se dépêcher parce que dans 1 mois, il n'y aura plus aucun espoir. Avec un regard sérieux, le garde du corps est d'accord et dit qu'il s'en occupera le plus rapidement possible.
Maintenant à l'intérieur de la voiture, le jeune homme demande ce qu'est cette liste du tigre qu'ils ont mentionnée. Le garde du corps demande si le garçon connaît la liste des milliardaires de Forbes. Le protagoniste confirme qu'il sait que c'est une liste des personnes les plus riches du monde. Là-dessus, l'employé révèle que tout comme cette liste, il existe les listes du dragon et du tigre. Il continue, expliquant que la différence est qu'elle classe les plus grands maîtres d'arts martiaux. La liste du tigre est mise à jour tous les 5 ans lors d'une grande compétition d'arts martiaux. Seuls les 30 premiers figurent sur la liste, et avant de tomber malade, le grand patron était classé 12e. Le jeune homme est impressionné par cette information et demande immédiatement à propos de la liste du dragon. La liste du dragon est mise à jour tous les 10 ans et les maîtres se rassemblent pour se défier. Il révèle ensuite que les chefs des montagnes Wuhan et Longu sont classés 2e et 3e sur la liste. En 4e place se trouve l'abbé du temple Tianlong et en 5e, une femme puissante de la famille Muran. Au sommet de la liste se trouve un homme nommé Xiao Ju qui commande une armée d'1 million de soldats et est considéré comme un dieu de la guerre. Il y a 10 ans, les maîtres l'ont défié mais n'ont même pas pu supporter 3 de ses coups et il n'a que 35 ans. Le protagoniste est choqué par son âge et l'employé dit qu'il a intégré la liste à seulement 25 ans, ce qui est incroyable. Il mentionne ensuite qu'il y a des rumeurs selon lesquelles la force de ce maître approche du niveau d'un dieu et qu'il pourrait entrer dans la liste des dieux. Le jeune homme est confus par cela et se demande ce que cette nouvelle liste pourrait être. L'homme dit qu'il ne sait pas grand-chose, seulement qu'elle est mise à jour tous les 30 ans avec les plus grands experts du monde. Il admet ensuite qu'avec son niveau de puissance, il ne sait même pas où les maîtres de la liste du dragon s'affrontent. Le protagoniste est très curieux et dit qu'il aimerait beaucoup voir les experts de la liste des dieux en action, mais il se reprend rapidement, disant qu'il plaisantait et qu'il n'oserait jamais rivaliser avec des gens aussi puissants. La voiture de luxe s'arrête enfin et le garde du corps annonce qu'ils sont arrivés à l'hôpital. Le jeune homme hoche la tête et dit à l'homme de le contacter s'ils ont des problèmes avec le patron. Maintenant à l'intérieur du bâtiment, le protagoniste marche dans le couloir. Arrivé à l'une des chambres, il ouvre la porte et dit à Sir Lin qu'il est là. Mais dès qu'il regarde à l'intérieur de la pièce, son expression change. À l'intérieur, une belle femme aux cheveux violets est assise sur le lit, ses vêtements un peu défaits. La femme se tourne vers lui et dit qu'il est enfin là, qu'elle commençait à s'inquiéter. Le visage rougissant, le garçon se couvre les yeux et lui fait remarquer sa tenue. Ne comprenant toujours pas, la femme aux cheveux violets le regarde, complètement confuse par la situation. Avec un visage mignon, la femme dit qu'elle a oublié de s'habiller correctement, le laissant sans voix. Le protagoniste s'approche pour l'aider. Tout en arrangeant ses vêtements, le protagoniste lui conseille de demander de l'aide à une infirmière la prochaine fois, mais la femme place un de ses doigts sur les lèvres du jeune homme, lui disant de se taire. Elle se penche alors et dit qu'aucune infirmière n'est aussi douce que le protagoniste. La femme l'attire alors plus près et demande au jeune homme de la laisser être sa petite amie. Pris au dépourvu par la proposition, le protagoniste rougit complètement. Sur ce, la femme le pousse sur le lit et demande pourquoi il ne répond pas, coinçant le jeune homme. Elle promet alors de faire de lui l'homme le plus heureux du monde, et il pense qu'il ne peut pas refuser. Le visage toujours rouge, le jeune homme accepte finalement sa proposition, mais la femme aux cheveux violets commence à retenir un rire face à la réaction du garçon. La femme éclate de rire et dit qu'il est si facile à tromper. Le jeune homme réalise qu'il s'est fait avoir. Elle lui demande d'attraper une nouvelle chemise puisque les boutons de la sienne ont sauté. Pendant qu'il l'aide à s'habiller, la femme commente qu'il n'a pas été assez décisif avec Ghost Xiaong. Le protagoniste est surpris et elle dit que tout le monde à l'hôpital sait ce qui s'est passé. La femme le met alors en garde qu'un moment de pitié pourrait lui coûter la vie la prochaine fois. Le protagoniste reste silencieux, réfléchissant aux paroles de la femme. Nous voyons un plan plus large de la chambre d'hôpital. Sur le brancard se trouve le rival du protagoniste, complètement enveloppé de bandages. L'ex-petite amie du protagoniste dit qu'elle est contente qu'il soit enfin réveillé. Elle explique ensuite que l'opération a été un succès et qu'il se rétablira complètement bientôt. Mais le type se réveille absolument furieux et se met à crier après elle pour qu'elle quitte la chambre. Le docteur est choqué par sa réaction et l'homme répète son cri pour qu'elle parte. Cependant, alors qu'elle part en larmes, le personnage secondaire lui dit d'attendre. Avec un regard haineux, il l'accuse, disant que si ce n'était pas pour elle, rien de tout cela ne serait arrivé. Il se débat dans une rage terrible. Le type jure de se venger du protagoniste et de détruire toute sa famille. Le protagoniste rentre à la maison. Il annonce à sa mère qu'il est enfin de retour. Sa mère court alors vers lui et le bombarde de questions sur ce qui s'est passé. Avec un sourire, le protagoniste la rassure, disant que tout va bien pour l'instant. La femme l'étreint, beaucoup plus soulagée de savoir qu'il est en sécurité. Elle se souvient alors qu'un certain monsieur Zhao a envoyé quelque chose pour lui, ce qui surprend le jeune homme. Sa mère lui montre alors une boîte et explique que c'est un cadeau du Dragon King lui-même. Il ouvre la boîte et trouve un ginseng sauvage vieux de 100 ans à l'intérieur. Ce type de ginseng est extrêmement rare et sa valeur est tout simplement incalculable sur le marché. Il réalise la valeur de l'objet et pense qu'il sera excellent pour les artistes martiaux. Il se souvient alors du Dragon King et réalise que le vieil homme savait exactement de quoi il avait besoin. Avec le ginseng en main, le protagoniste croit qu'il peut maintenant devenir quelqu'un de plus puissant.
Il serre alors la racine fermement, pensant aux possibilités qu'elle pourrait lui apporter. Le protagoniste dit qu'il est fatigué et qu'il va sauter le dîner pour aller directement dans sa chambre. Sans perdre une seconde, il entre dans sa chambre et ferme la porte pour ne pas être dérangé. À l'intérieur de la pièce, le jeune homme entre dans un état méditatif et plusieurs livres apparaissent autour de lui. Ces livres sont en fait des techniques de cultivation anciennes et très puissantes. Il en prend un et lit à propos d'une technique qui rend son maître invincible. Le protagoniste est excité parce que cette technique est parfaite pour quelqu'un sans cultivation. Sans hésiter, le protagoniste mange un morceau du ginseng pour commencer le processus. Il s'assoit ensuite pour méditer et un livre flotte au-dessus de sa tête, prêt à commencer. Les yeux fermés, il commence à inhaler toute l'énergie innée de cet endroit. Avec l'énergie qui circule, il se concentre pour ouvrir ses méridiens très calmement. Soudain, le protagoniste ouvre les yeux avec un air de surprise sur son visage. Il sent l'énergie naturelle dans son corps et trouve la sensation très rafraîchissante et agréable. Avec un sourire, le protagoniste décide d'absorber et de sentir ce nouveau pouvoir avec calme et paix. Le soleil se lève après que le protagoniste se soit entraîné toute la nuit. Toujours en méditation, il est visiblement notissable que son apparence a changé. Sa physionomie est clairement différente. Le protagoniste exhale et montre sa nouvelle forme, plus forte. D'un claquement de doigts, une énergie bleutée se manifeste autour de sa main. Le protagoniste dit qu'avec ce qu'il a maîtrisé, il commencera par ceux qui l'ont intimidé. Avec un regard confiant, il jure de faire en sorte que tous ceux qui l'ont regardé de haut l'admirent. Nous voyons un panneau indiquant l'aile VIP. Peu après, une porte d'ascenseur s'ouvre pour révéler le protagoniste. Dès qu'il sort, un médecin-femme le trouve, l'air assez irrité de l'avoir enfin localisé. Le protagoniste demande ce qu'elle veut, car il n'y a plus rien entre eux. La femme lui conseille alors d'aller demander pardon à un type nommé Chong, ce qui le rend sérieux. Elle le menace, disant qu'il pourrait même perdre son emploi à l'hôpital. Ignorant la menace, il demande si c'est tout, et la femme est furieuse de son calme. Le protagoniste devine qu'elle a peur de se faire larguer et lui dit de dégager avec son petit ami. La doctoresse reste complètement sans voix et crie de colère alors qu'il s'éloigne simplement. Le jeune homme ignore tout cela et pense qu'il doit apporter le petit déjeuner à Lingy immédiatement. Il se dirige ensuite vers l'aile des soins spéciaux de l'hôpital pour livrer la nourriture. Arrivé là, il s'excuse pour le retard et propose les options de petit déjeuner à la fille. Assise sur le lit, la femme aux cheveux violets demande si le jeune homme ne va pas la nourrir. Elle se rapproche de lui et lui rappelle qu'ils ont un contrat, ce qui met le protagoniste mal à l'aise. N'ayant pas d'autre choix, le protagoniste prend un boulet et l'apporte à la bouche de la femme, lui demandant de manger lentement. Elle ouvre alors la bouche pour manger, mais la nourriture semble très chaude à cause de la vapeur. La fille se plaint de la température, et le jeune homme s'inquiète, demandant si elle va bien. Elle se penche alors et dit qu'il aurait dû souffler sur la nourriture pour elle, faisant rougir le garçon. À ce moment, la directrice apparaît à la porte et tousse pour attirer leur attention. Le protagoniste est surpris et dit à la femme que la directrice B est arrivée. Avec une expression sérieuse, la directrice aux cheveux bleus se tient simplement sur le pas de la porte. La fille salue alors la nouvelle arrivante, qui commente que sa blessure n'a pas l'air si grave. Avec un sourire sarcastique, la femme aux cheveux violets dit à la directrice de partir si elle en a assez vu. Le jeune homme essaie de dire au revoir pour sortir de la situation, mais se retrouve pris au milieu d'une tension majeure. Soudain, les deux femmes crient pour qu'ils ne partent pas. Lingy demande alors ce que veut la directrice, et celle-ci répond qu'elle est venue voir le protagoniste. La directrice fait alors signe au protagoniste de venir avec elle et il accepte instantanément. La femme sur le lit essaie de l'arrêter, disant qu'il est de service et ne peut pas partir, mais la directrice rétorque qu'il n'est pas un professionnel et lui dit de trouver un autre serviteur. La femme sur le lit la remercie pour le rappel et dit qu'elle est satisfaite du service du protagoniste. Elle se rapproche alors et déclare qu'elle aimerait même qu'il soit son petit ami, le mettant dans l'embarras. Le protagoniste reste complètement sans voix. Fâchée, la directrice aux cheveux bleus ouvre la porte pour sortir de là le plus vite possible. Elle crie alors au jeune homme de sortir de cette pièce s'il veut encore travailler à l'hôpital. Ils sont surpris par sa réaction. Il la suit ensuite et ils arrivent à un balcon avec une vue incroyable sur la ville. À ce moment, la directrice l'interroge sur sa relation avec la fille aux cheveux violets. Mal à l'aise, le protagoniste dit que c'est juste un malentendu et que leur relation est strictement patiente et soignante. Mais la femme aux cheveux bleus s'énerve et demande quel genre de patient se couche sur son soignant. Le jeune homme réalise alors que la directrice semble être très en colère à propos de toute la situation. Avec un regard sérieux, elle l'avertit que la fille n'est pas celle qu'elle semble être et lui dit de rester loin d'elle. Le protagoniste explique alors maladroitement que la femme est son seul client pour le moment. La directrice révèle alors que cette fille a pris la vie de quelqu'un et que c'était son propre fiancé. Le protagoniste est complètement choqué et sans voix à cette révélation. La directrice poursuit en disant que l'affaire a été étouffée par manque de preuves et que la fille a seulement été renvoyée de sa famille. Elle déclare que derrière sa beauté se cache le cœur venimeux d'un serpent qui a trompé de nombreux hommes. Confus, le protagoniste demande comment la directrice connaît autant de détails sur la fille.
Avec une expression sérieuse, la femme commence à expliquer sa relation avec la fille mystérieuse, mais elle change de sujet et promet de l'aider à récupérer son poste de médecin s'il reste loin d'elle. Avec un sourire, le jeune homme accepte et dit au revoir à la directrice Bay, mais elle l'arrête et lui demande de l'appeler « sœur » désormais. Le protagoniste rougit complètement et est embarrassé par cette demande. À ce moment, le téléphone dans sa poche arrière se met à sonner. Au bout du fil, une voix le menace et lui dit de se rendre dans un bâtiment abandonné. Le protagoniste est complètement choqué et se couvre de sueur froide. La scène coupe ensuite sur le bâtiment abandonné qui semble être en construction. À l'intérieur, un groupe de voyous avec des battes de baseball l'attend. Nous voyons ensuite Maître Go, tout bandé, et un homme de main demande s'ils ont vraiment besoin d'autant d'hommes. Avec un regard vindicatif, le jeune maître dit qu'il ne va pas le ménager. Nous voyons alors qu'ils ont la mère du protagoniste en otage. L'homme de main s'approche de la femme et demande s'il peut la voir après. Maître Go semble confus et demande ce qu'il veut avec l'otage. L'homme dit alors qu'il a un faible pour les femmes plus mûres. La femme ligotée a l'air effrayée et demande qui ils sont et ce qu'ils veulent. Avec un sourire moqueur, Maître Go demande si elle ne le reconnaît pas. La dame essaie alors de se libérer et crie que ce qu'ils font est un crime. L'homme de main lui gifle alors le visage et lui dit de se taire une fois pour toutes. Il dit qu'il n'a peur de personne dans cette ville. Le jeune maître dit alors que le protagoniste lui a fait ça et qu'il va se venger. La mère du protagoniste les regarde alors avec mépris. Elle mord l'homme de main, mais l'homme la frappe du pied, la faisant tomber au sol. À ce moment, le protagoniste arrive et crie le nom du jeune Maître Go. Les yeux brillants de rage, il demande où est sa mère. Avec un sourire moqueur, Maître Go dit que l'invité d'honneur est enfin arrivé. Le méchant montre alors la femme au sol et le nargue, disant qu'il ne sait pas si elle est encore en vie. Le jeune homme voit alors sa mère sur le sol, toute battue, et devient désespéré. Les larmes aux yeux, la dame supplie son fils de s'enfuir parce qu'il y a trop d'ennemis. Mais le garçon ignore sa supplique et explose de rage, hurlant qu'il va tous les achever. Depuis son fauteuil roulant, le jeune maître ordonne alors à ses hommes de main de l'arrêter. Le protagoniste, le regard furieux, se prépare au combat. Sans perdre une seconde, il se rue vers le premier homme de main devant lui. En un clin d'œil, il est déjà devant l'homme, prêt à frapper. D'un seul coup au visage de l'ennemi, le premier est facilement vaincu. Avec les hommes de main au sol, le jeune maître crie avec colère aux autres de l'attraper. Surpris par la force du protagoniste, les autres voyous se préparent à attaquer. Les trois hommes de main restent en charge alors le protagoniste ensemble avec leurs battes. Mais avec une vitesse incroyable, le protagoniste esquive toutes leurs attaques avec facilité. Ignorant les figurants, il apparaît devant le jeune maître pour l'attaque finale. D'un coup de poing dévastateur, le jeune homme assène un coup direct au visage du méchant avec toute sa rage. Maître Go est stupéfait par sa vitesse et sa force. Le protagoniste le regarde alors froidement. Dans son esprit, il se rappelle comment il a vaincu chacun des hommes de main. D'un coup de pied puissant, il a frappé l'un des hommes au visage sans la moindre pitié. L'autre voyou n'a même pas eu le temps de réagir au coup rapide du garçon. En un clin d'œil, tous les ennemis étaient déjà à terre et vaincus. Le dernier homme de main restant est complètement terrifié par la scène qu'il vient de voir. Le protagoniste se prépare alors à achever le dernier ennemi debout. L'homme le regarde avec terreur, le traitant de démon, tandis que le jeune homme prend une profonde inspiration. Le protagoniste le regarde alors d'un regard froid et dit « Maintenant, c'est ton tour ». Choqué, l'homme de main sort un couteau et crie que c'est une humiliation d'être vaincu ainsi. Le visage plein de rage, l'homme crie que c'est une honte pour lui et ses hommes. Le type essaie alors d'attaquer l'estomac du protagoniste avec le couteau. Voyant cela, sa mère crie son nom désespérément. Maître Go regarde simplement avec un sourire moqueur, sans s'en soucier du tout. L'homme de main porte le coup sur l'estomac du protagoniste. Cependant, la peau du protagoniste est comme des écailles de dragon, brisant la lame. Choqué, l'homme se demande s'il est même humain, car seuls des experts légendaires possèdent une telle force. Le protagoniste le regarde alors d'un regard sombre, et le type est terrifié. Réalisant l'énorme différence de puissance, le voyou décide qu'il vaut mieux fuir. Mais avant qu'il ne puisse bouger, le jeune homme attrape sa chemise, l'empêchant de s'échapper. Une forte énergie parcourt le corps de l'homme, lui brisant l'épaule. Hurlant de douleur, l'homme de main tombe à genoux, incapable de bouger correctement. Complètement vaincu, l'homme commence à supplier pour sa vie. Sur son visage, nous voyons un désespoir pur alors qu'il supplie de ne pas être achevé sur place. Le protagoniste le soulève alors et dit qu'il aurait dû savoir que ce jour arriverait. L'homme de main le menace alors, disant que le Dragon King ne lui pardonnera pas s'il le tue. Le jeune homme semble reconnaître le nom et demande s'il connaît vraiment le Dragon King. Le type confirme qu'il est un des hommes du Dragon King et supplie pardon, s'excusant. Le jeune homme pense qu'il ne peut pas le tuer s'il appartient au Dragon King, mais c'est qu'il est dangereux. À ce moment, sa mère se réveille et le supplie de ne rien faire de stupide. Soulagé, le protagoniste va vers elle pour l'aider à se couvrir avec sa veste. Le garçon s'excuse alors de l'avoir impliqué dans cela, mais la dame dit que tout va bien. Soudain, des bruits de pas se font entendre et trois hommes en costume noir apparaissent sur les lieux. Les trois hommes en costume noir s'approchent, et le leader appelle le jeune homme par son nom. Le nouveau venu inspecte alors la scène et le protagoniste le reconnaît comme étant Xiao Yunan.
Désespéré, l'homme de main supplie Monsieur Jiao à l'aide, disant « Notre jeune homme veut m'achever ». Avec un regard sérieux, Monsieur Jiao fait face au protagoniste et demande ce qu'il a fait là. L'homme de main montre alors le protagoniste et dit qu'il a vaincu tous ces hommes. Surpris par la scène, Monsieur Jiao demande si le jeune homme a fait tout cela lui-même. Le type avoue alors que c'est le jeune maître Go qui les a amenés ici pour lui donner une leçon. Avec un look irrité, Monsieur Jiao crie après les hommes de main et lui dit de se taire. Il demande alors des nouvelles du jeune maître Go. Monsieur Jiao dit alors que le jeune homme est un invité du Dragon King et demande si l'homme de main le défiait. L'homme de main est sous le choc de découvrir la connexion du jeune homme et se demande comment c'est possible. Ignorant le désespoir de l'homme, Monsieur Jiao le regarde avec mépris. Le voyou est si terrifié par la situation qu'il finit par se mouiller de peur pure. Monsieur Jiao se tourne alors vers le protagoniste et lui dit d'emmener sa mère à l'hôpital car il s'occupera de tout. Avec un sourire confiant, l'homme garantit que ces types ne se montreront plus jamais devant eux. Le garçon accepte alors la proposition et décide de lui laisser l'affaire. Sur ce, le protagoniste appelle sa mère et tous deux quittent les lieux, laissant Monsieur Jiao derrière eux. Dès qu'ils partent, l'un des subordonnés demande à Monsieur Jiao ce qu'ils doivent faire des voyous. Il répond alors froidement, leur disant de faire comme d'habitude et de les faire disparaître. Ils arrivent aux urgences de l'hôpital. Maintenant dans la salle d'examen, le jeune homme demande à sa mère si elle va bien, et la dame répond que oui. La mère du protagoniste remercie ensuite le docteur B pour toute l'aide qu'elle leur a apportée. Le docteur lui remet des médicaments et lui dit de prendre soin d'elle, tandis que la dame complimente son attention. Embarrassé, le protagoniste demande à sa mère d'arrêter immédiatement cette conversation. Dans ses pensées, le jeune homme s'inquiète et espère que le docteur n'a pas été offensé. Le docteur dit alors à la dame de ne pas s'inquiéter car le garçon sera sous sa responsabilité. Avec un sourire, la dame est très heureuse et remercie le docteur pour toute son aide. Voyant cela, le protagoniste réalise que le docteur a aussi un côté très gentil. Il la regarde et pense qu'être son homme doit être la meilleure chose au monde. Le docteur remarque alors qu'il la fixe et demande ce qui ne va pas, tandis que le jeune homme joue la cool. Le docteur l'informe ensuite qu'elle a déjà pris soin des formalités pour le retransférer au service. Après la conversation, la dame dit au revoir et quitte enfin le bureau. Le protagoniste pense qu'il ne sera plus soignant et doit le faire savoir à une connaissance. Soudain, il entend un bruit étrange venant du couloir et est complètement choqué. Arrivé là, il voit un homme en costume bloquer l'entrée d'une chambre, empêchant quiconque de passer. De l'intérieur de la chambre, le jeune homme entend une femme crier et maudire le nom de Linjingi. La scène montre alors une femme blonde giflant violemment sa connaissance. Avec une marque rouge sur le visage, celle-ci semble se sentir humiliée. Le protagoniste entre alors dans la chambre et l'agresseur demande avec colère qui il est pour débarquer ainsi. La femme blonde est surprise par l'arrivée du garçon et ses gardes du corps l'entourent immédiatement. Le protagoniste demande alors avec colère qui elle est pour frapper les autres. L'un des hommes de main pose une main sur son épaule et l'avertit de ne pas mettre son nez où il ne devrait pas être. Sans hésiter, le jeune homme retire la main de l'homme de main de son épaule. D'un mouvement rapide, il jette l'homme en costume au sol. À ces mots, les deux autres gardes du corps l'entourent. L'homme en costume essaie alors de frapper le protagoniste au visage pour se venger, mais le garçon bloque le coup avec facilité et utilise une énergie bleue contre le figurant. En un instant, tous les hommes de main sont au sol tandis que le jeune homme se plaint que sa main lui fait mal. Voyant ces hommes au sol, la femme devient furieuse et reporte son attention sur la fille sur le lit. Elle accuse alors la femme d'être responsable de la mort de son frère et de séduire d'autres hommes. L'agresseur lève la main pour gifler à nouveau Lynn, qui tressaille de peur. Cependant, le protagoniste bloque la gifle. Il se place devant elle pour la protéger. La blonde demande alors avec qui la fille s'est impliquée cette fois et avertit le jeune homme de ne pas intervenir. La connaissance du protagoniste lui dit de ne pas s'impliquer car cela ne finira pas bien pour lui. Mais il répond qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car il se souvient qu'elle l'a défendu dans le passé. Le garçon dit qu'il lui fait confiance parce que la femme l'a aidé sans se soucier des autres. Les yeux écarquillés, la fille reste sans voix et ne peut que chuchoter son nom. Elle esquisse un léger sourire, l'air très heureuse et émue par les paroles du jeune homme. Dans ses pensées, la femme se souvient comment on a profité d'elle pendant des années sans que personne la soutienne. Elle réfléchit qu'elle était déjà habituée à tout gérer elle-même et à résoudre ses propres problèmes. Mais aujourd'hui, les larmes aux yeux, la fille réalise que quelque chose a enfin changé dans sa vie. La femme pense qu'un simple soignant qu'elle a engagé s'est levé pour la défendre sans peur. Avec un sourire déterminé, la fille semble avoir pris une décision importante. De retour dans le présent, elle touche le bras du protagoniste et le remercie pour toute son aide. La femme blonde se met alors en colère et demande comment un soignant ose protéger une meurtrière. Le jeune homme répond qu'un hôpital est fait pour guérir et que ses paroles ne signifient rien. Ne sachant quoi dire, l'agresseur balbutie tandis que ses hommes de main restent au sol. Elle insulte alors la fille, disant que son frère devait être aveugle pour l'avoir épousée. La femme répond finalement, disant qu'elle l'a toujours toléré par respect pour son défunt mari, mais qu'elle ne supportera plus les insultes. Furieuse de la réponse, la femme blonde la menace, disant qu'elle lui fermera la bouche pour de bon.
Mais avant que l'agresseur ne puisse faire quoi que ce soit, le jeune homme attrape fermement son poignet. Complètement surprise, la femme bafouille et demande ce qu'il croit faire. Avec la femme maîtrisée, le garçon lui demande ce qu'il devrait faire d'elle. La fille réfléchit un moment. Elle se souvient que la blonde a peur du noir et de l'eau, alors la jeter dans la rivière serait une bonne idée. Le protagoniste maintient une prise ferme sur son bras. La femme blonde crie alors désespérément, disant qu'ils ne peuvent rien faire parce que sa famille sait où elle est. Furieuse de la menace, l'amie du garçon dit à la femme de se taire. Elle dit alors qu'elle n'achèvera pas la blonde parce qu'elle ne veut pas se salir les mains. Elle avertit que la prochaine fois, elle ne sera pas aussi chanceuse qu'aujourd'hui. Le garçon lâche alors la femme et celle-ci n'est pas trop contente de l'humiliation qu'elle vient de subir. La femme blonde se retourne et dit qu'elle ne laissera pas les choses se terminer ainsi et qu'elle se vengera sur eux deux. Après le départ de la femme, la fille remercie le protagoniste pour toute l'aide qu'il lui a apportée. Il touche alors son visage et demande si la gifle qu'elle a reçue fait encore mal. Avec une moue cute, elle dit que ça fait encore mal et lui demande de souffler dessus pour aller mieux. Le garçon dit alors qu'il va chercher de la glace et lui demande d'attendre un peu, promettant qu'il revient tout de suite. Avec un sourire, elle accepte et lui fait un signe « OK » de la main. Au sommet d'un bâtiment, on peut voir la silhouette de quelqu'un. Il est bientôt révélé qu'il s'agit d'une femme avec un fusil de sniper là-haut. De retour dans la chambre d'hôpital, le protagoniste part tandis que la fille lui demande de revenir vite. Il revient ensuite et applique la glace sur son visage. De l'extérieur, on l'entend se plaindre de la glace froide sur sa joue. Il demande si ça fait encore mal et elle dit non. Il l'avertit alors de faire attention à la blonde. Comme elle n'avait pas l'air de vouloir abandonner, elle dit qu'avec lui là, elle n'a plus besoin d'avoir peur. Il révèle ensuite qu'il a été transféré et ne peut plus être son soignant exclusif. Il s'agenouille au pied du lit et dit qu'il est très reconnaissant pour son aide, mais que son rêve est d'être médecin. Elle lui rappelle qu'elle est aussi une patiente et a besoin de ses soins. Elle commence à avoir les larmes aux yeux, alors le garçon est embarrassé et promet de lui rendre visite chaque jour. Avec un sourire, elle l'étreint et lui dit de tenir sa promesse. Elle se plaint ensuite d'avoir encore mal au visage et lui demande de la nourrir, ce qui fait rire le protagoniste. Nous voyons l'extérieur de l'hôpital par une belle journée ensoleillée. Ensuite, la porte de la salle de conférence. À l'intérieur de la salle, la directrice explique la situation d'un patient qui est dans un état critique. L'un des docteurs se plaint que si le patient meurt, sa recherche sera compromise. Agacée par le manque d'empathie, la directrice crie après les docteurs et dit qu'elle prendra elle-même en charge le cas. À ce moment, une infirmière entre en panique et dit que le patient ne va pas bien. Ils agissent rapidement, se dirigeant vers la chambre du patient. La directrice arrive et demande ce qui se passe. Les infirmières essaient de réanimer le patient, mais le cas semble désespéré. Le moniteur cardiaque émet alors une ligne plate, indiquant que le cœur du patient s'est arrêté. Avec une expression triste, l'infirmière annonce que le patient n'a pas survécu et qu'ils doivent informer la famille. La directrice est dévastée et se blâme de ne pas avoir pu le sauver. Soudain, le protagoniste apparaît et dit au docteur qu'il n'est pas trop tard. Avec un regard confiant, il affirme que le patient est toujours en vie et qu'il ne devrait pas abandonner. Sans perdre de temps, le protagoniste ignore les avertissements et entre dans la chambre pour sauver le patient. La directrice, irritée, ordonne au protagoniste d'arrêter immédiatement, l'avertissant qu'il pourrait être arrêté pour cela, mais le protagoniste ignore complètement l'avertissement de la directrice et continue sa procédure. La directrice ordonne alors aux gardes de sécurité de le sortir de la chambre, mais il reste là, incertain de ce qu'il faut faire. Avec un look déterminé, le protagoniste se prépare à utiliser ses compétences pour sauver la vie de l'homme. Comme s'il ressuscitait Lazare, les yeux de l'homme s'ouvrent brusquement. À la surprise générale, le patient se redresse sur son lit et se met à tousser. Tout le monde dans la pièce est sous le choc de ce qu'ils viennent de voir, incapable de comprendre comment c'est possible. Indigné, le protagoniste dit à la directrice de continuer le traitement et de ne pas abandonner le patient. La directrice reprend rapidement ses esprits et accepte de continuer la procédure. Elle crie alors aux infirmières de vérifier les signes vitaux du patient. Nous voyons le bureau du vice-directeur de l'hôpital. Un des docteurs arrive en panique et lui dit que le protagoniste vient de ranimer un patient en soins intensifs. Elle dit que le patient avait déjà été déclaré mort par la directrice elle-même. Le vice-directeur est choqué et dit qu'il est impossible que la directrice fasse une erreur aussi grave. Le docteur dit que la directrice ne mentirait pas pour protéger le protagoniste et qu'il a agi étrangement dernièrement. Le téléphone portable du vice-directeur se met à sonner. En répondant à l'appel, il découvre que le protagoniste a quitté l'hôpital en hâte le jour de la disparition de son fils. Furieux, le vice-directeur croit que le protagoniste a quelque chose à voir avec la disparition de son fils. Après toute cette agitation, le protagoniste et la directrice sont dans une salle de pause. La directrice offre alors un café au protagoniste et le remercie pour tout son travail acharné. Avec un sourire gêné, il remercie la directrice pour le café. Elle dit qu'il était incroyable aujourd'hui et qu'elle le voit maintenant sous un nouveau jour. Le protagoniste est un peu embarrassé et dit qu'il a beaucoup appris d'elle. Il continue en disant que sauver des vies est leur devoir et qu'elle est son plus grand modèle. La directrice reste sans voix et rougit du compliment.
Elle essaie alors de cacher son embarras en buvant une gorgée de son café. Le protagoniste saisit l'occasion et dit à la directrice qu'il l'aime bien. Le vice-directeur apparaît et félicite le protagoniste, l'appelant Docteur Miracle. Le protagoniste essaie d'être humble, disant qu'en tant que médecin, ils savent que ranimer les morts est impossible. Le vice-directeur dit au protagoniste de ne pas être modeste, car il a honoré l'hôpital et sera récompensé. Le protagoniste est confus par l'attitude du vice-directeur et se demande où il veut en venir. L'homme félicite alors la directrice d'avoir insisté pour garder le protagoniste à l'hôpital. Il souhaite la bienvenue au protagoniste et dit qu'il a de grandes attentes pour son avenir. Le vice-directeur révèle ensuite que le protagoniste sera responsable du patient en soins intensifs désormais. La directrice, agacée, remet en question la décision du vice-directeur de mettre le protagoniste sur le cas des patients spéciaux. Elle argue que le patient est dans un état végétatif depuis 5 ans et que le protagoniste ne pourrait pas le guérir. L'homme ignore son inquiétude et leur dit à tous deux d'aller voir le patient au lieu de rester planté là à parler. Mais avant de partir, il se tourne vers le protagoniste. Le vice-directeur demande alors s'il a vu son fils ces derniers jours. Le protagoniste nie froidement, disant qu'il n'a vu personne correspondant à cette description. L'homme dit alors que son fils est un enfant à problème et leur dit à tous deux de se mettre au travail. Dans ses pensées, le vice-directeur menace le protagoniste, disant que s'il ne lui dit pas ce qu'il sait, il le regrettera. Après le départ de l'homme, nous voyons le couloir de l'hôpital complètement vide. Le vice-directeur passe un appel important, l'air très inquiet. De l'autre côté de la ligne, un homme demande s'il s'agit du docteur de l'hôpital. Le vice-directeur confirme et dit qu'il doit lui dire quelque chose de très important. Il explique ensuite qu'un docteur débutant arrogant s'occupe de son père et qu'il craint que le pire ne se produise. L'homme au téléphone devient furieux et crie que si quoi que ce soit arrive à son père, tout le monde à l'hôpital paiera. Avec un sourire malicieux, le vice-directeur dit qu'il ne va pas seulement faire virer le protagoniste, mais aussi le faire jeter en prison. Arrivé dans la chambre du patient spécial, le protagoniste et la directrice trouvent l'homme au lit. Dans le lit, ils voient le vieil homme dans un état végétatif tandis qu'une infirmière s'occupe de lui avec attention. La directrice demande alors à l'infirmière de partir pour qu'il puisse examiner le patient. Sur ce, elle tend le dossier de l'homme au protagoniste, qui commence à le lire attentivement. Le rapport dit qu'il est tombé dans le coma sans raison apparente, et que plusieurs médecins ont tenté de le sauver sans succès. Il analyse les détails du dossier, mais ne trouve rien qui retienne son attention. Alors, le protagoniste décide d'utiliser ses propres méthodes et commence à vérifier le pouls du patient. Surprise par son action, la directrice demande s'il a déjà étudié la médecine traditionnelle. Elle a déjà vu les examens du vieil homme, et c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Le protagoniste dit que son pouls est trop fort. C'est comme s'il dormait simplement. Ce pourrait être une sorte de maladie de l'âme perdue. La directrice est confuse par l'explication et demande ce qu'est cette maladie de l'âme perdue. Il explique que selon la légende, les humains ont cette âme et en perdre une peut être fatale. Avec cela, le protagoniste conclut que le patient a probablement perdu son âme. La femme est choquée et dit que cela va contre tout ce qu'elle a appris et demande comment le guérir. Le protagoniste dit que pour guérir une âme perdue, ils doivent la rappeler. L'atmosphère dans la chambre d'hôpital devient tendue alors que le protagoniste se prépare à commencer sa procédure. La directrice est choquée et demande s'il va vraiment invoquer l'âme du patient pour le rituel. Le protagoniste dit qu'il a besoin d'un objet personnel et la directrice confirme que le manteau appartient au patient. Avec l'objet en main, le protagoniste ferme les yeux et commence à murmurer alors qu'une énergie dorée émane de lui. Elle regarde, impressionnée, pensant que cela ne ressemble pas à un traitement médical, mais plutôt à une sorte de sortilège. À ce moment, elle sursaute et alerte le protagoniste que le patient vient de bouger. Le protagoniste ouvre alors les yeux avec un sourire et dit que heureusement, sa méthode fonctionne. La porte de la chambre est violemment ouverte et quelqu'un de très en colère apparaît, criant. L'homme furieux demande ce qu'ils font à son père tandis que le vice-directeur apparaît derrière lui avec un sourire victorieux. Le protagoniste demande calmement si l'homme est le fils du patient. Le vice-directeur saisit sa chance pour crier après le protagoniste, disant qu'il ne devrait soigner personne. Il se tourne ensuite vers la directrice et l'accuse d'être complice. L'homme assure alors au fils du patient que le docteur sera suspendu et que la famille peut même le poursuivre en justice. Le protagoniste réalise que tout cela était un plan du vice-directeur pour utiliser la famille du patient contre lui. Calmement, le protagoniste dit que c'est le vice-directeur lui-même qui l'a chargé de ce cas. Avec un sourire confiant, le protagoniste dit qu'en plus de tout cela, le patient est sur le point de se réveiller. Il assène alors une gifle retentissante au vieil homme en criant « Réveille-toi ». La directrice et les autres sont complètement choqués par l'action inattendue du protagoniste. Dans ses pensées, le vice-directeur se réjouit, pensant qu'il vient de creuser sa propre tombe. Le fils du patient devient furieux et accuse le protagoniste d'avoir agressé son père. Il l'attrape par le col et ordonne au vice-directeur de le virer immédiatement, mais le protagoniste reste calme et dit simplement que le père de l'homme est sur le point de se réveiller. À ce moment, le patient se met à tousser dans son lit, laissant tout le monde surpris.
Le vice-directeur devient désespéré, espérant que le vieil homme ne se réveille pas maintenant, et le patient crache une substance verte droit sur le visage du vice-directeur. Le visage couvert de saleté, le vice-directeur se plaint de l'odeur horrible de la substance. Surpris, le fils s'approche de son père et demande si c'est bien réel. Le vieil homme ouvre enfin les yeux et demande d'une voix très faible un peu d'eau. La directrice l'aide rapidement à s'asseoir et lui offre un verre d'eau à boire. Le fils est ému de voir son père réveillé tandis que le vice-directeur est furieux. Le père demande pourquoi son fils le fixe comme ça et le jeune homme dit qu'il est dans le coma depuis 5 longues années. Le vieil homme remarque alors les cheveux blancs de son fils et dit qu'il a dû beaucoup souffrir pendant ce temps. Le père et le fils partagent alors une étreinte émouvante. Après ce moment heureux, le patient se tourne vers le protagoniste et demande s'il est son nouveau docteur, mais le vice-directeur intervient, lui assurant qu'il s'occupera du docteur qui l'a agressé et qu'il peut se reposer tranquille. Le vieil homme devient furieux et demande qui a dit que le protagoniste l'avait agressé, car en réalité, il était son sauveur. Le père explique alors que même dans le coma, il pouvait tout entendre et que la gifle était essentielle pour l'empêcher de mourir. Plein de regrets, le fils s'excuse auprès du protagoniste, disant qu'il est le sauveur de sa famille et demande s'il y a quelque chose où il pourrait l'aider. Le protagoniste dit qu'il y a effectivement quelque chose. Cela surprend l'homme et la directrice, vu la rapidité de la demande. Le protagoniste explique alors qu'il a toujours voulu être un vrai docteur, mais qu'il n'a jamais pu pour diverses raisons. Voyant que son plan a échoué, le vice-directeur se met à transpirer à grosses gouttes. La demande faite, le protagoniste ajoute que l'homme a le pouvoir de l'aider à devenir un docteur diplômé. L'homme se met alors à rire et dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le protagoniste soit si direct. Il se tourne vers la directrice et lui demande son avis sur les compétences du protagoniste, et elle le complimente hautement. L'homme regarde le vice-directeur et demande son opinion, et l'homme accepte, en bégayant. Sur ce, le fils du patient garantit que le protagoniste sera un employé officiel et dit au vice-directeur de s'occuper de tout. La directrice félicite alors le protagoniste pour son nouvel emploi, et il célèbre avec excitation. Le protagoniste est si heureux qu'il la remercie et serre la directrice dans ses bras, la faisant rougir. On voit une petite version mignonne du protagoniste sauter de joie. Le protagoniste profite de l'occasion pour lui demander de sortir célébrer, mais une infirmière les interrompt. Avec une expression inquiète, la femme l'informe qu'il y a beaucoup de gens dehors qui la cherchent. Ils descendent de l'hôpital pour vérifier. Un homme mystérieux en costume et lunettes de soleil apparaît, tenant un grand bouquet de roses rouges. Il n'y en a pas qu'un, mais un groupe d'hommes habillés de la même manière avec des voitures de luxe. La directrice et le protagoniste sont confus par l'agitation. L'un des hommes s'approche alors et offre les fleurs à la directrice, l'appelant par son nom. Confuse, la directrice prend le bouquet de roses rouges qui lui est offert. Avec les fleurs, elle trouve une carte avec une invitation pour un rendez-vous. À 19h, son expression change complètement pour devenir une rage pure, et elle froisse l'invitation de toutes ses forces. Le protagoniste profite de l'occasion pour la taquiner, disant qu'elle a déjà un rendez-vous de prévu. Avec un regard furieux, la directrice crie qu'elle ne sait pas de quel rendez-vous il parle et qu'elle n'ira pas. La directrice se retourne alors et s'en va, laissant le protagoniste complètement confus. Le protagoniste se demande alors si elle voulait dire qu'elle ne célébrerait pas avec lui ou si elle faisait référence à la note. Il retourne à l'intérieur de l'hôpital. À l'intérieur, l'amie de notre héros hésite sur la tenue qu'elle doit porter pour sortir avec lui. Elle se tourne alors vers lui et lui demande laquelle, selon lui va le mieux. La question le laisse complètement rouge et figé. Elle remarque sa mâchoire pendante et lui donne une petite pichenette sur le front pour le ramener à la réalité. Notre héros bafouille alors qu'elle est belle dans n'importe quelle tenue. Elle en profite pour s'approcher de son oreille et lui murmurer que si elle est belle dans tout, il devrait l'imaginer sans rien. La remarque de la fille fait disjoncter son cerveau. Avec un sourire provocateur, elle ajoute que s'il ose approuver, elle se déshabillera pour de vrai. Pris de panique, il rétorque qu'ils sont dans un hôpital et qu'une infirmière pourrait entrer à tout moment. Mais à cet instant précis, on frappe à la porte et quelqu'un l'appelle. Une femme en tailleur entre dans la chambre et s'excuse de les interrompre. Son ami lui demande si quelque chose est arrivé, mais la femme en costume, voyant la situation gênante, propose de revenir plus tard. Notre héros saisit l'occasion pour s'échapper, affirmant qu'il la reverra demain. Mais elle le rappelle aussitôt. La jeune femme fait la moue et se plaint que notre héros a réussi à s'enfuir. Elle demande alors à son assistante ce qui l'amène, car elle ne viendrait pas pour une broutille. L'assistante explique qu'il y a 2 affaires importantes. La première concerne la famille Chuan qui souhaite obtenir un terrain. Avec un regard rusé, la jeune femme dit qu'ils peuvent avoir le terrain, mais qu'elle ne leur facilitera pas la tâche. L'assistante comprend le message et la directrice demande quel est le second sujet. L'assistante l'informe qu'un certain Xiao est arrivé en ville. La patronne soupçonne aussitôt que ce soit à cause d'un certain achat, et la femme confirme, ajoutant qu'il a même envoyé des fleurs. Cela l'inquiète car, si c'est vrai, notre héros pourrait avoir de sérieux ennuis. Pendant ce temps, Arji regarde sa montre et dit qu'il ne sera pas en retard pour son premier jour en tant que médecin officiel. Soudain, dans le couloir, un groupe d'infirmières le félicite pour sa promotion. Déconcerté, Arji demande de quoi il s'agit et si le vice-directeur a vraiment tenu parole.
L'une des filles lui montre son téléphone et dit « Tout le monde a vu l'annonce dans le groupe de l'hôpital », puis le félicite encore. En lisant le message, il confirme que ce n'est pas un mensonge, il a bel et bien été promu. Heureux, il remercie les infirmières et promet de leur offrir du thé pour fêter ça. En continuant son chemin, d'autres médecins le saluent. Désormais, tout le monde le traite avec bien plus de respect. Il réfléchit à ce changement et songe que dans ce monde, seuls les gens qui réussissent gagnent le respect. Il arrive ensuite devant le bureau de la directrice Bying pour la remercier personnellement de cette opportunité. À l'intérieur, elle entend frapper et l'autorise calmement à entrer. Il la remercie et dit qu'il fera de son mieux pour devenir un grand médecin en suivant son exemple, mais elle l'interrompt sèchement et lui dit d'éviter les bavardages, car dès aujourd'hui il doit recevoir des patients en consultation externe. Elle explique qu'il aurait dû être promu plus tôt, mais l'avertit que, vu son manque d'expérience, il devra lui rendre compte de tout. Le sourire aux lèvres, notre héros accepte et promet de suivre scrupuleusement ses instructions. Sans perdre de temps, la directrice retourne à ses dossiers et lui dit qu'il peut partir. Mais avant de sortir, il remarque quelque chose d'étrange et lui demande ce qu'elle a aux yeux. De près, ils paraissent violacés et irrités, signe qu'elle dort mal. Elle répond que ce n'est rien de grave, juste un vieux problème de sécheresse oculaire que des gouttes peuvent régler. Inquiet, il lui conseille de se reposer car la santé est importante, puis prend congé. Pourtant, au moment de sortir, la directrice se lève brusquement, ajuste ses lunettes et, avec un visage attendrissant, lui demande s'il est libre samedi soir. Surpris, il répond qu'il n'a rien de prévu. Elle explique alors qu'elle doit assister à un banquet samedi et l'invite à être son cavalier. Pendant ce temps, l'ami de notre héros bâille d'ennui et se plaint qu'en son absence, les nuits à l'hôpital sont très monotones. Elle demande alors à son assistante si le problème avec la famille Chiang est réglé. Celle-ci confirme et lui tend une invitation, expliquant que samedi aura lieu un banquet en l'honneur d'un certain Xiao Shindi. Avec un sourire moqueur, l'ami du héros commente qu'ils en font tout un plat pour rien. Sans le moindre intérêt, elle trouve ça ennuyeux et jette l'invitation. Mais l'assistante dit avoir une information qui pourrait la faire changer d'avis. Intriguée, la jeune femme, les yeux malicieux, lui demande de tout révéler. L'assistante ramasse l'invitation et explique ce qu'elle a appris à propos de la fête. Elle révèle que ce Xiao compte faire quelque chose d'important durant le banquet, il prévoit de demander la directrice Bying en mariage devant tous les invités. Avec un sourire espiègle, l'ami du héros déclare qu'il est désormais impossible de manquer cette soirée. Le lendemain, notre héros est déjà dans son nouveau bureau, prêt à commencer son travail de chirurgien. Satisfait, il s'étire après avoir vu 35 patients dans la journée. Vérifiant son emploi du temps, il constate qu'il n'a plus de rendez-vous et décide de rentrer. Mais quelqu'un frappe alors à la porte d'une voix fatiguée. Il dit d'entrer et découvre, surpris, son amie Lynn venue demander de l'aide, affirmant qu'elle ne se sent pas bien. Inquiet, il lui demande ce qui se passe. Lynn éclate de rire et dit qu'elle voulait seulement prendre des nouvelles de son premier jour. Elle révèle ensuite avoir apporté une lunchbox spéciale pour fêter ça, mais la nourriture paraît très suspecte. Elle lui en propose un morceau, mais il recule, effrayé par l'aspect du plat. Malgré tout, il goûte un peu et son visage écœuré trahit le goût atroce. La fille l'oblige alors à tout finir et le pauvre garçon lutte pour avaler le mélange. Après ce traumatisme, notre protagoniste demande à Lynn si elle connaît Xiao Shindi. Elle répond que oui, expliquant qu'il s'agit du deuxième fils de la célèbre famille Xiao. En entendant ce nom, notre héros devient pensif car il n'en a jamais entendu parler. La jeune femme ajoute que la famille Xiao ne compte que 2 membres, mais que personne n'ose les provoquer à cause de leur protecteur. Intrigué, il demande qui est ce protecteur. Elle révèle qu'il s'agit de Xiao Ju, le frère aîné de Shindi, un homme redouté. Elle explique que c'est un véritable dieu de la guerre, à la tête d'une armée d'1 million de soldats. Bien qu'il ne soit pas aussi puissant que son frère, Shindi est lui aussi un génie et a bâti un empire valant des milliards. Cependant, son ami révèle que malgré tout, ce jeune maître a une énorme faiblesse. Elle explique qu'en raison de la puissance de son frère, Shindi est extrêmement arrogant et problématique. Lynn révèle aussi que Shindi est le premier amour de la directrice Bing, ce qui choque notre héros. À cause de cela, elle l'avertit de rester éloigné de la directrice, car le jeune maître est possessif et n'appréciera pas sa présence. Notre héros essaie de répliquer, mais son ami l'interrompt et, déçu, lui demande s'il est déjà tombé amoureux de la directrice. Tout troublé, il affirme qu'il était seulement curieux, mais la jeune femme ne le croit pas et se montre jalouse. Elle ajoute qu'elle est très en colère et que les conséquences seront graves, ce qui pousse notre héros à s'excuser. Elle déclare ne pas accepter ses excuses et, avec un sourire espiègle, réclame un baiser en échange de son pardon. Surpris par cette proposition, notre héros s'enfuit, poursuivi par Lynn dans les couloirs de l'hôpital. On découvre ensuite l'appartement de la directrice Bing, un immense et luxueux bâtiment. À l'intérieur, notre protagoniste est vêtu d'un costume acheté par sa mère au prix d'un grand sacrifice. Il frappe à la porte et annonce son arrivée, ayant trouvé celle-ci déverrouillée. La directrice termine de se préparer et lui demande d'attendre un peu sur le canapé. Notre héros, totalement émerveillé par sa beauté, peine à cacher son étonnement. Elle lui demande alors si elle est présentable et il répond maladroitement qu'elle est parfaite. À ce moment,
Tous deux rougissent et détournent le regard. La situation est interrompue par le chauffeur, qui leur annonce que la voiture est prête. Ils montent donc dans une limousine et filent vers l'événement. Sur place, l'endroit est rempli de riches et d'influents personnages, tous vêtus avec élégance. En arrivant, notre héros, qui pensait assister à un simple dîner, réalise qu'il s'agit du véritable monde des puissants. La directrice s'approche et prend le bras de notre héros pour qu'ils entrent ensemble. Avec un sourire, elle lui fait une proposition inattendue, être son petit ami pour une journée, ce qui le surprend énormément. Notre héros panique, pensant à son fiancé et à l'absurdité de la situation. En arrivant à l'entrée principale, des agents de sécurité s'inclinent respectueusement devant eux. Elle présente l'invitation, mais le personnel explique que le nom de notre héros ne figure pas sur la liste et qu'il ne peut donc pas entrer. La directrice s'emporte et affirme que c'est elle qui l'a amené. C'est alors que 3 jeunes hommes apparaissent, l'un d'eux affichant un sourire moqueur en la reconnaissant. Il commence à provoquer notre héros, mais la jeune femme l'interrompt et lui ordonne de s'éloigner. Notre héros demande alors qui sont ces individus. Elle explique, le premier est Fang Yuling, l'un des 4 jeunes maîtres dont la famille possède des hôtels, celui aux cheveux longs et liants, héritier d'une fortune de 10 milliards, et le plus âgé est Zhou A, chef du groupe, dont la famille dans l'immobilier pèse plus de 100 milliards. Notre héros remarque qu'il manque une personne et demande où est le 4e. La directrice révèle qu'il s'agit de Wang Xuan, un milliardaire qui a refusé les affaires familiales pour devenir professeur. Contrairement aux autres, il est humble et sérieux. Impressionné, notre héros se demande qui est vraiment la directrice pour connaître tant de gens puissants. Elle le prévient alors de se méfier, car ces 3-là ne sont pas fréquentables. Les 3 hommes insinuent que la soirée est dédiée à son fiancé et qu'elle ne peut pas entrer accompagnée d'un autre homme. L'un d'eux s'avance et déclare que les « chiens errants » ne sont pas admis et qu'il l'accompagnera lui-même. Choqué par son audace, le couple demande ce qu'il insinue. Le jeune homme sourit et affirme que seuls les gens importants peuvent entrer. La directrice ne se laisse pas intimider et lui rappelle qu'ils ont souvent amené des femmes sans qu'elle n'ait rien dit. Il répond que cette fois est différente, c'est pourquoi ils ne sont venus avec personne. À ce moment, elle prend le bras de notre héros et annonce que dans ce cas, ils s'en vont. Soudain, une voix mystérieuse interpelle notre héros et lui demande ce qu'il fait ici. Surpris, il reconnaît cette voix et appelle le nouveau venu le roi dragon. L'ancien chef, accompagné d'un garde du corps, apparaît et fixe notre héros. Les 3 jeunes hommes changent aussitôt d'attitude et le saluent avec respect. Le vieil homme serre la main du chef du groupe et dit qu'ils ont grandi et sont devenus des hommes d'affaires. Puis il se tourne vers notre héros et lui demande s'il est aussi venu pour la fête. Celui-ci explique qu'il accompagnait quelqu'un mais qu'on lui a refusé l'entrée et qu'il allait partir. Le roi dragon commente qu'il n'existe aucun endroit où son petit frère ne puisse entrer. Il rit et affirme que dans cette ville, rien n'est interdit à son frère. Il se tourne ensuite vers les 3 jeunes et leur demande s'il peut faire entrer son petit frère. Paniqué, il s'empresse d'accepter. L'homme invite alors notre duo à entrer et leur dit de ne pas rester plantés à la porte. L'un des jeunes hommes s'inquiète, si ce maître Xiao voit notre héros, ils auront de gros ennuis. Un autre dit que ce n'est qu'un médecin chanceux et que si cela gâche la demande en mariage, ce sera amusant à regarder. Celui au chignon ajoute que puisque c'est le roi dragon qui l'a fait entrer, ils n'ont qu'à profiter du spectacle au premier rang. Avec un sourire mauvais, il attend le pire. À l'intérieur, la salle est pleine de gens riches et élégants. Soudain, on annonce l'arrivée de la voiture de maître Xiao. Celui au chignon se précipite pour accueillir l'invité, sourire aux lèvres. Mais son expression se fige rapidement en découvrant une fille blonde en robe rouge sortant du véhicule. Elle le toise, un paquet de billets à la main, et lui demande si cela suffit pour qu'il s'écarte. Furieux, il exige de savoir qui elle est et où est maître Xiao. À ce moment, un homme aux cheveux blancs apparaît, le majordome de la famille Xiao. Le jeune homme au chignon change aussitôt de ton et lui demande des nouvelles du maître. Le majordome explique que son jeune maître prépare un cadeau de fiançailles et arrivera plus tard. Le prétentieux se vante que tout a été préparé pour plaire à l'invité d'honneur. Il désigne la blonde, et le majordome la présente comme la jeune demoiselle de la famille Chuin. Le jeune homme se souvient alors avec rancune d'une histoire impliquant sa famille et leur fils disparu. Le majordome le foudroie du regard et le réprimande pour son manque de respect, ce qui l'effraie. La jeune fille demande ensuite quand arrivera cet empereur Xing, et le majordome lui répond qu'il faudra attendre un moment. Elle annonce qu'elle n'attend pas et qu'elle va entrer, tandis que le chef Naquet propose de l'escorter. Mademoiselle Xian se retourne et lui demande s'il fait partie des 4 jeunes maîtres de Jingzhou. Il se présente fièrement et appelle ses 2 amis pour saluer l'invité. L'un d'eux s'avance et lui propose un produit, elle lui dit de dégager pour avoir osé lui offrir quelque chose d'aussi bon marché. Le 3e se présente alors avec un air sérieux. La blonde, troublée, les yeux brillants, le complimente sur sa beauté. L'extra explique que le titre de « jeune maître » n'est qu'un surnom, tandis qu'elles font littéralement. Le chef au chignon suggère alors que son ami l'accompagne, puisqu'il est seul. La jeune femme accepte et déclare qu'il sera son chevalier pour la soirée. Son ami lui dit de bien prendre soin d'elle, mais il lui répond sèchement en demandant s'il le prend pour un serviteur. Il s'éloigne et l'autre pense que cette femme est encore plus dégoûtante que son ami.
Pendant ce temps, le roi dragon traverse la salle, salué par tous les invités. Deux filles remarquent notre héros, l'une le trouve très beau, mais l'autre lui dit de rêver car sa cavalière est bien plus belle et élégante qu'elle. Notre protagoniste s'excuse alors auprès de son ami de lui avoir fait subir cette scène à l'entrée. Elle lui répond que ce n'est pas grave, que ce n'était pas de sa faute. Il lui demande si elle a déjà assisté à ce genre de fête, elle dit que non. Il se sent nerveux, avoue craindre de l'embarrasser et lui prend la main. Il la rassure, il sera son guide, et ils pourront partir si elle se sent mal à l'aise. Le chef au chignon attire ensuite l'attention de tous et annonce le début de la fête. Les portes s'ouvrent, laissant entrer un homme en costume qui avance d'un pas assuré, le sourire confiant, son nom étant proclamé. C'est l'invité d'honneur que tout le monde attendait. Toutes les femmes présentes sont impressionnées par son allure. Lui remarque la foule et constate qu'il y a beaucoup de nouveaux visages. Il rit en expliquant que son frère ne viendrait jamais dans une si petite ville, car celui-ci est connu comme le dieu de la guerre de la frontière nord, un titre très prestigieux. À ces mots, certains hommes, choqués, écarquillent les yeux. L'un des figurants s'émerveille de la puissance des deux frères de la famille Chiao. Les filles, elles, admirent encore leur beauté, et l'une d'elles le revendique déjà pour elle. L'invité d'honneur s'adresse ensuite à l'assemblée, disant qu'ils ont de la chance d'être là, puis remercie l'hôte d'avoir organisé cette réception. Il marque une pause avant de révéler le moment fort, il appelle sa fiancée, assise au centre de la salle. D'un pas décidé, il s'avance vers la magnifique jeune femme en robe blanche, ouvre une petite boîte et dévoile une splendide bague ornée d'une pierre bleue. Il s'agenouille et lui demande sa main devant tous, déclarant son amour éternel et son engagement à l'honorer. Les invités admirent la pierre, l'un d'eux crie que c'est un diamant. Mais la jeune femme reste silencieuse, visiblement mal à l'aise. L'homme insiste, reconnaît la soudaineté de son geste, mais promet de prendre soin d'elle. Puis il claque des doigts, le plafond se transforme en un ciel étoilé, illuminant encore plus la beauté de la jeune femme. Des larmes coulent sur ses joues, elle semble bouleversée. Elle repense alors à ses souvenirs avec notre héros, à sa gentillesse, à son attention, jusqu'à lui offrir une boisson chaude pour réchauffer ses mains. Revenant au présent, elle dit à Xiao que, dans d'autres circonstances, ils auraient pu être ensemble. Xiao s'approche, supplie, mais elle s'emporte, c'est impossible. En larmes, elle lui demande qu'ils se séparent et trouvent chacun leur bonheur. Sous le choc, Xiao n'y croit pas. Le chef au chignon tente d'intervenir, mais Xiao explose de rage et demande si c'est ça qu'elle appelle le bonheur, en pointant du doigt notre héros. Surprise, la jeune femme s'accroche au bras de ce dernier et confirme avec détermination, son bonheur, c'est lui. Notre protagoniste lui dit qu'elle peut revenir sur ses paroles si elle le souhaite, mais elle refuse fermement, jamais. Elle demande alors à notre héros de partir avec elle, et tous deux s'éloignent rapidement. Xiao les prévient qu'elle regrettera son choix, serrant la boîte de la bague dans ses mains, puis ordonne à son vieux serviteur de les détruire. Dans le couloir, le couple est stoppé par le vieux domestique de Xiao. La jeune femme s'interpose, mais il l'ignore et lui conseille de se réconcilier avec son maître. Elle crie que c'est impossible, qu'elle ne reviendra jamais sur sa décision. Le vieil homme s'excuse, puis en un instant, il apparaît à ses côtés et lui touche l'épaule. Elle s'effondre, vidée de ses forces, sans comprendre ce qui lui arrive. Le héros se précipite pour l'aider et exige des explications. Le serviteur répond qu'il la libérera, après s'être occupé de lui. La jeune femme supplie son compagnon de fuir, mais il refuse de l'abandonner. Le vieux serviteur se tient prêt à l'affronter. À ce moment, le roi dragon arrive, demandant ce qui est arrivé à Mademoiselle B. Il se révèle ensuite et propose de raccompagner le couple. Xiao surgit alors avec ses hommes et demande qui est ce vieillard. Le sbire au chignon lui souffle qu'il s'agit du roi dragon. Le riche invité en costume, surpris, demande si c'est bien le roi de la pègre de Jinga. Mais le vieil homme répond humblement qu'il n'est pas un roi, juste un vieillard au bord de la tombe. Il s'avance vers Xiao et lui demande de les laisser tranquilles, car notre héros est son sauveur. Le riche ricane et demande combien vaut la faveur d'un vieux croulant comme lui. Le roi dragon insiste, il vaut mieux avoir des alliés que des ennemis. Mais Xiao le méprise et demande si un vieil homme sur le point de mourir peut vraiment être son ami. Le garde du corps du vieil homme s'énerve de ce manque de respect envers son maître. Ignorant l'extra, Xiao exhibe une carte dorée et demande au vieil homme d'y jeter un œil. Le roi dragon est choqué, il reconnaît l'objet comme étant l'ordre pourpre d'or. Xiao explique alors qu'il a été envoyé par le 9e millénaire pour lui transmettre un message, se rendre.